qui sont arrivés un peu plus tard que avant la présentation d'Hervé de Lyon. Donc bienvenue à vous. Donc nous avons décidé de cette année de redémarrer le cycle des conférences avec deux très belles conférences, mais en rodage. Donc c'est pour ça que vous testez la première. Donc il y a encore une seconde au mois de mai. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Charles Caron-Bellato. Vous verrez, c'est pas une personne qui vient du Nord. Vous verrez à son accent. Très jeune, Charles Caron-Bellato était attiré par l'astrologie. Donc au fil du temps, il a étudié cette discipline. Il l'a même enseigné et il a aussi rédigé quelques ouvrages sur le thème de l'astrologie. Ensuite, c'est une personne relativement curieuse, donc il a, versé sur le développement personnel et s'est spécialisé en méditation dès le 1974. Donc il a pratiqué, il a enseigné la méditation, et aussi il a participé à des groupes de méditation. Ensuite, sa curiosité l'a amené à étudier les vibrations de la Terre, les niveaux vibratoires, et ça sera l'objet donc de cette conférence d'aujourd'hui. Et il a consigné donc ses derniers travaux au sein de 3 ouvrages, dont on parlera après la conférence. Donc, pour dévoiler un peu le sujet d'aujourd'hui, donc une nouvelle voie pour atteindre l'épanouissement personnel. Le niveau vibratoire de la planète qui nous héberge augmente sans cesse. C'est ce qui explique que nous devenons de plus en plus sensibles. Mais également, nous souffrons de mal-être et de déséquilibre. Après avoir présenté la notion de niveau vibratoire, Charles Caron-Bellato exposera différentes clés permettant d'élever notre niveau vibratoire afin de profiter des changements planétaires en cours au lieu de les subir. Voilà, donc je vous souhaite une belle conférence et nous nous retrouverons après celle-ci pour un quart d'heure de questions-réponses. Merci à vous et merci d'accueillir Charles Caron-Bellato. Merci. Ça, c'est mes notes. Le son, c'est bon? Bon, mais bonjour. Donc, le niveau vibratoire. Alors, je reprends un peu ce qui vient d'être dit. On va d'abord essayer de donner une définition du niveau vibratoire. Ensuite, je vais dire quelques mots de l'historique. Puis, on va voir comment on peut le mesurer. Et on va se rendre compte que ce n'est pas évident du tout. Ensuite, on va aborder les thématiques de savoir pourquoi et comment élever notre niveau vibratoire. Et s'il nous reste du temps, merci, on parlera du niveau vibratoire de la Terre. Mais avant, je voudrais commencer par une petite précision. Partout, on entend parler de taux vibratoire. Alors, un taux, si vous avez fait un prêt à la banque, vous savez ce que c'est. C'est comparer un nombre à un autre nombre qui a une valeur idéale de 100. 100, ce qui peut être symbolique, mais en tout cas qui a un maximum. Or, ce que l'on veut faire, nous, par rapport aux vibrations, en fait, il n'y a pas de limite supérieure. On veut mesurer une valeur qui est potentiellement infinie. Alors, quand on parle de taux, on se donne un plafond à 100. Autrement dit, ça n'a pas de sens. Donc, la terminologie à utiliser, c'est bien le niveau vibratoire et pas le taux vibratoire. Et les gens qui parlent de taux, en fait, excusez-moi, mais ils sont un peu passés à côté de certaines choses. Alors, les valeurs du niveau vibratoire, d'ailleurs, si je parle de taux vibratoire, n'hésitez pas à me reprendre, parce que l'utilisation est tellement utilisée partout que tôt ou tard, on se fait avoir. Et donc, on parle bien de niveau vibratoire. Alors, les valeurs, potentiellement, au maximum, elle est infinie. Et est-ce qu'une valeur de niveau vibratoire peut être égale à 0? Je dirais que oui. Il m'est arrivé récemment d'être contacté par quelqu'un qui avait perdu son chien. Bon.
Elle voulait savoir où il était, donc j'ai essayé de répondre, amener une réponse à ça. Et j'ai commencé par tester le niveau vibratoire du chien en question, mais il était égal à 0. Alors j'étais assez pessimiste et un peu embêté pour le dire à la personne. Et 2 ou 3 jours après, elle m'appelle, et le chien était mort en fait. Donc la valeur 0 pour le niveau vibratoire est possible. Par contre, là où je m'interroge, c'est est-ce que le niveau vibratoire peut être négatif? Alors honnêtement, j'en sais rien, je n'ai pas de réponse. Je suppose que oui, en particulier pour certains lieux. Il y a des lieux qui ne sont pas très porteurs et je me dis peut-être que dans ces cas-là, le niveau peut être négatif. Mais honnêtement, je n'ai pas cherché, puis je n'ai pas trop envie de chercher, parce que bon, ce sont des lieux qui ne sont pas très agréables, donc voilà. Et si vous avez la réponse, je suis preneur, hein, parce que ce serait intéressant de l'expérimenter quand même. Alors, le premier point, c'est le niveau, la définition du niveau vibratoire. Alors, je donne la parole, façon de parler, à Joseph Birkner, dans son livre L'influence de lieu. J'ai relevé un paragraphe, et dans ce paragraphe, j'ai mis en évidence une phrase. Donc, on va la lire ensemble, c'est celle qui est en gras, hein, qui s'affiche là. Donc, tout organisme vivant, humain, animal ou végétal, ainsi que toute matière inanimée, est constituée d'atomes et de molécules qui captent et émettent en permanence des ondes de la même façon qu'une antenne radio. Alors, une définition de niveau vibratoire qui soit absolument réelle, qui marche bien, bon, je pense que ça n'existe pas. Mais cette phrase est une approche. Et dans cette phrase, il y a 2 aspects qu'il faut souligner et qui nous amènent sur le terrain en question. Là-dedans, il parle des organismes vivants, mais également de la matière inanimée. Autrement dit, tout ce qui existe, ça renvoie à la création. Parce que dans la création, il y a donc de la matière animée et inanimée. Donc tout ce qui existe dans la création émet un niveau vibratoire. C'est ce qu'il faut retenir de la question. Et ce qui est très important aussi, c'est les molécules là, qui captent et émettent en permanence des ondes. Ce qui signifie que, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure, on est en interconnexion avec la création. On reçoit des ondes de la création, et donc ça nous permet de mesurer des niveaux vibratoires, mais il faut savoir que, ça c'est un peu la physique quantique qui le dit, le seul fait que l'on existe, on émet également des ondes, et donc on interfère avec la création aussi. Donc il faut bien se rappeler de ça, c'est que d'une façon générale, dans la vie et dans notre destinée, on ne fait pas que aller au-devant de, comment dire, on ne fait pas que tester, qu'analyser ce qu'on reçoit, mais nous-mêmes, nous émettons en permanence aussi, et on a un effet sur la création. Alors, on va se rendre compte tout à l'heure que cette définition, encore une fois, en haut, j'ai mis tentative de définition, mais c'est une approche, il faut le prendre comme ça, et on va se rendre compte qu'elle est pertinente, mais incomplète. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Alors, le premier à avoir abordé le sujet qui nous occupe aujourd'hui, sans le nommer d'ailleurs, parce qu'il n'en a jamais parlé, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, enfin, le nom en tout cas. Hein. Donc, je ne sais pas si le curseur apparaît. Non, parce que moi je l'ai à l'écran. Donc, je pense que vous connaissez ce nom, forcément. Hein. Alors, on sait assez peu de choses d'Alfred Bovis. Sa biographie est assez peu connue. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il voulait faire des grandes études, il avait de belles ambitions, cet homme. Mais le destin familial l'a amené, alors je ne sais pas si vous connaissez sa biographie, mais qui est assez succincte d'ailleurs, parce qu'encore une fois, on ne la connaît pas. Donc il a été amené à l'âge de 16 ans à aller travailler dans la quincaillerie familiale, ses parents ou je ne sais pas. Et on sent bien qu'il était frustré, parce que, bon, entre la quincaillerie et faire des études, je ne sais pas s'il voulait faire un médecine ou je ne sais pas, il n'a pas pu s'exprimer comme il voulait. Alors il a travaillé dans son coin, il s'est intéressé à un tas de sujets, à l'aviation par exemple. Mais c'était des sujets très très variés, on sentait qu'il avait une boulimie de connaissances quand même. Il s'est intéressé à l'apiculture et aussi à l'aviculture. Alors c'est là où ça nous intéresse par rapport à ce qu'il a fait. Au niveau de l'aviculture, il a fait un certain nombre de choses. Il a testé, par exemple, le sexe des œufs. Donc on dit sexer les œufs, hein, c'est la terminologie, avec son pendule. Bon. Il a aussi testé des poussins. Alors c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il s'est rendu compte qu'en testant les poussins,
selon que le poussin était en bonne santé ou qu'il était pas trop en forme, le signal qu'il recevait sur le pendule était différent. Alors il s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Alors ce qu'il faut voir, c'est que il a fait ça, enfin ses écrits, il a laissé assez peu d'écrits, juste un petit fascicule, là, que j'ai pu me procurer d'ailleurs, et il date de 1930-1935. Bon. Alors on était au XXe siècle, mais l'influence du XIXe siècle était encore là, en tout cas on le ressent dans ce qu'il écrit, donc c'était le tout scientifique. Il fallait que tout soit carré, explicable, mesurable. On était encore dans cette influence-là. Et je le soupçonne d'avoir eu lui-même une tournure d'esprit scientifique. Donc il fallait que ce soit absolument carré, ce qui est une bonne chose finalement, parce qu'on utilise encore les résultats de ses travaux. Et donc comme il en était là, il s'est dit, cette différence de signal, il faut la mesurer. Et pour la mesurer, il n'y avait rien qui existait, donc il a fait ce qu'il fallait, il a inventé ce qui s'appelle le biomètre. Donc il a mis une échelle graduée et il a donné une valeur au signal selon qu'il était plus fort ou plus faible. Et donc il a appelé ça un biomètre. Alors ça, c'est à mon tour d'être un peu frustré, parce que le biomètre de Bovis, moi j'en ai jamais vu, j'aimerais bien avoir un. Mais depuis, on a un tas de reproductions qui sont mis un peu à toutes les sauces, mais l'original, je ne le connais pas. Et il utilisait donc le pendule. Voilà. Donc, ça, c'est bien connu. D'ailleurs, on le voit à l'image. Mais il s'est dit, c'est bien tout ça, mais il faut une unité, parce qu'il faut donner une valeur à ce signal qu'on reçoit. Et encore une fois, il avait une tournure d'esprit scientifique, donc il a utilisé l'angstrom. Alors moi, je ne suis pas du tout scientifique, mais l'angstrom, c'est une mesure de longueur qui est infime. C'est la millionième partie de je ne sais pas quoi, enfin c'est très très petit. Mais c'est une valeur connue, si vous regardez, l'angstrom existe et est bien utilisé. Et donc voilà, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait une unité l'angstrom, une échelle de mesure, un outil, et de ce qu'on peut savoir en tout cas, par rapport au niveau vibratoire, il en est resté là. Et avec le temps, bon, on a continué à utiliser cette notion. Encore une fois, lui ne l'avait pas nommé, ni taux vibratoire, ni niveau vibratoire. Lui, il a juste dit, là, il y a un signal et on fait comme ça pour le mesurer. N'empêche que nous, maintenant, on se retrouve avec cette notion de niveau vibratoire, le nom est apparu après, et comment le mesurer. Alors, pour le mesurer, en fait, ce qui s'est passé avec les successeurs de Bovis, cette notion de biomètre, là, ça devait être assez fumeux, en tout cas, ça ne parlait pas aux gens. Donc, on n'en parle plus, très rarement, le biomètre. Bon, ça pas fait. Dans les contemporains, je vois assez peu de gens qui en parlent. Par contre, tout le monde parle de l'échelle Bovis. Alors, les deux sont synonymes, encore que, il y a beaucoup de choses à dire sur l'échelle Bovis, on va en dire quelques mots. Donc voilà, le biomètre, on n'en parle plus. Et l'angstrom, c'est pareil, c'était, encore une fois, lui, il se voulait scientifique, donc l'angstrom, c'est quand même réservé à une certaine élite scientifique. Et le commun des mortels comme nous, l'angstrom, bon, on n'a pas forcément fait des études dans ce sens ou tout ça, donc ça ne nous parle pas. Donc tout ça, on n'en parle plus, et tout le monde parle d'unité Bovis. Donc, en fait, dans notre cas, aujourd'hui, là, maintenant, le cas est idéal. Parce qu'on a une unité, une échelle, un outil. Donc, tout va bien, en fait. Et il n'y a plus qu'à, on peut mesurer un niveau vibratoire. Alors, dans les outils, il y a une précision quand même à amener. Je parlais avec un radiesthésiste, et spontanément, il me dit, tu sais, j'utilise le pendule, mais en fait, c'est pas la peine, parce que mon corps a l'information avant le pendule. Alors moi j'ai dit, pourquoi tu utilises le pendule à ce moment-là? Pas la peine, autant utiliser le corps, et en particulier les mains. Et je suis tombé sur cette citation de Bovis. C'est extrait des seuls écrits qu'on a retrouvés de lui, apparemment, il avait fait paraître ça à l'époque, dans les années 30. C'est un petit fascicule qui s'appelle « De la radiation de tous les corps ». Et là-dedans, bon, on peut le lire, on va le dire ensemble, il dit que, en fait, on capte les vibrations avec la paume de nos mains. Mais on va le lire parce que c'est quand même intéressant de resituer les choses. Donc, toutes les expériences contenues dans cette notice, donc c'est dans son écrit de la radiation des corps, de tous les corps.
Donc, dans les expériences contenues dans cette notice, toutes les expériences contenues dans cette notice ont pour but d'établir que la Terre est parcourue par des courants. Bon, ça, quand on est radiesthésiste avec les réseaux et tout ça, on le sait. Que ces courants sont captés sur la surface de la Terre par tous les corps, ce qu'on disait, hein, tout est en interférence avec tout. Que les hommes polarisés ont la propriété de capter directement ces courants avec la paume des deux mains. Autrement dit, et il le dit même lui-même, les mouvements du pendule n'est que le résultat de ces diverses manifestations. Donc moi, depuis le début où je m'intéresse à ces sujets-là, je me disais le pendule, en fait, ce n'est jamais qu'une prothèse, qu'un amplificateur, et si on l'utilise, c'est pour se rassurer. Mais moi, j'aime bien les choses simplement et être autonome. Je me dis, on n'a pas besoin de pendule dans la plupart des cas, même dans tous les cas. Enfin, la plupart, sauf si on veut se rassurer. Parce que le pendule, il bouge ou il ne bouge pas, donc là, on le voit. Mais sinon, il faut juste faire attention à nos sensations, à notre ressenti. Mais c'est amplement suffisant et c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide en plus. Il suffit de s'entraîner, en fait. Et bon, là, j'ai mis une petite image, mais il suffit de... Si on veut tester, par exemple, le niveau vibratoire ici, il suffit de le faire avec la main, et puis voilà. Donc, Alfred Bouvis l'a dit lui-même. Hein, donc, on a deux outils qu'on retient. Après, il y en a probablement d'autres, mais en tout cas... on a cette belle image-là. Donc, sur cette image, je l'ai prise parce qu'il y a écrit biomètre, mais c'est un cadran, en fait. Donc ça, tout le monde l'a vu, je pense, ce cadran où on a ce qu'on appelle aussi l'échelle Bouvis. Bon. Et vous remarquerez qu'elle est graduée de 0 à 18 000, avec des couleurs, enfin bon, c'est joli, voilà. Il y a une autre chose qui m'interpelle, moi, et qui me dérange un peu, je vais dire pourquoi. Sur tous ces cadrans, on voit toujours la valeur 6500 qui est mise en exergue. Je ne sais pas si vous le voyez là-haut, minimum vital, il y a écrit, à côté de biomètre. Bon, pourquoi pas, mais moi, encore une fois, je suis un peu curieux, j'aime bien comprendre. Et cette notion-là, au début, on me disait, ouais, mais bon, historiquement, c'est la valeur moyenne de quelqu'un en bonne santé, il vibre à 6500. Bon, d'accord, mais encore faut-il... C'est un peu dérangeant. Et alors, une petite remarque, plus je creuse le sujet, plus j'ai d'estime pour Bouvis, parce que je me rends compte qu'il a tout inventé. Si ce n'est qu'il l'a fait à l'époque avec les moyens de son temps, mais ses successeurs, en fait, on ne fait maintenant que de creuser et d'approfondir ce que lui a pressenti à l'époque. Il y a un siècle quasiment. Hein. Et en particulier, cette histoire de 6500, elle vient de là. Dans l'introduction de son petit livre, alors là, ça c'est mon exemplaire que j'ai scanné. Et donc, dans l'introduction, il dit ça. Il parle du pendule paradiamagnétique. Je viens de dire un mot après. Et réglé pour toutes les longueurs d'onde humaines, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de réglage comme dans tous les autres pendules. Neuf, il donne 6500 angstroms, parce que lui, il parlait en angstrom. Quand on le porte sur soi, il prend la polarisation de son possesseur. Bon. Et alors, il y a plusieurs commentaires sur ça. Moi, je me dis, quand je lis ça, on m'a toujours dit 6500, c'est la valeur moyenne, tout ça. Quand on lit bien le texte, lui, il ne dit pas ça. Il dit que le pendule neuf, son fameux pendule, là, il vibre à 6500 quand il est neuf, des angstroms. Mais il ne dit pas que c'est la valeur moyenne du commun des mortels en bonne santé. Donc ça, c'est les gens qui ont interprété ce qu'il a dit. Moi, je suis prudent avec cette histoire de 6500. C'est pas écrit, il n'a pas expérimenté, il n'a pas dit. Donc bon, après, c'est à chacun de se faire un avis. Ensuite, j'ai été un peu intrigué par son histoire de pendule paradiamagnétique. Bon, alors je n'ai jamais vu et je regrette, j'aimerais bien voir un. Mais il explique un peu plus loin dans ses écrits, là, il dit ça renvoie aux aimants, le magnétisme, c'est les aimants. Alors j'ai peur de dire une bêtise, je risque de dire l'inverse, mais vous n'en voudrez pas. Paramagnétique, c'est les aimants qui s'attirent, et diamagnétique, c'est les aimants qui se repoussent. Donc lui, il a inventé, je ne sais pas comment, il a créé un pendule qui associe les deux. Alors,
il ne le dit pas, mais s'il associe les deux valeurs, je pense qu'il a voulu créer un pendule qui n'était pas sensible au magnétisme. D'où une plus grande fiabilité de mesure de son pendule. Moi, je le comprends comme ça, mais bon. Alors, c'est un nom barbare, et puis ça, tout le monde l'a oublié, évidemment. Hein. Donc maintenant, on a un pendule qui est comme il est, et puis on ne se pose pas la question. Mais lui, il était allé quand même un peu plus loin comment dire, pour expérimenter ces travaux-là. Voilà donc d'où vient l'histoire du 6500, mais que je prends personnellement avec beaucoup de prudence. Alors malgré tout, quand on fait ces mesures, qu'est-ce qu'on mesure? Alors là, c'est pareil, la réponse n'est pas évidente. Alors j'ai cherché, pareil, quelqu'un qui fait une information qui pourrait nous mettre sur la voie, nous donner une idée en tout cas. Et j'ai trouvé donc une citation de Herbert Froelich. Alors je ne connais pas, c'est un scientifique, mais la seule chose que je sais, c'est ce qui est écrit là, hein, c'est que donc il est décédé en 1991 et qu'il a été nommé pour le prix Nobel de la paix. Il ne l'a pas eu, visiblement, mais le fait qu'il soit nommé, c'est quand même, ça amène beaucoup de fiabilité à ses travaux. Et ce qu'il dit, c'est toutes les cellules vivantes émettent des vibrations électromagnétiques dont la bande de fréquence se situe entre les micro-ondes et les rayonnements infrarouges. Alors encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais ce que je suppose en disant ça, c'est que ce sont des rayonnements qui ne sont pas perceptibles par nos cinq sens, parce que les infrarouges, on ne peut pas les percevoir, et ce sont des longueurs d'onde qui sont très très courtes. D'où le fait que Bovis, avec son histoire d'angstrom, il était quand même sur la bonne piste. Et donc ce qu'on mesure, ce sont des ondes qui sont très très courtes. Et ça explique pas mal de choses. C'est le fait qu'il n'existe pas, semble-t-il en tout cas, d'appareil de mesure qui nous permettrait de mesurer un niveau vibratoire avec un appareil technique inventé par des scientifiques, un appareil de mesure comme on peut avoir, je ne sais pas, les thermomètres ou des trucs comme ça. Alors je me dis, ça n'existe pas parce que ça doit être difficile à mettre au point, ce genre de choses, du fait que ce sont des informations très très subtiles, très très infimes, on va dire. Et je me dis surtout, c'est qu'il ne doit pas y avoir de besoin. S'il y avait un lobby de quelque chose qui aurait l'utilité de ce genre de choses, ce serait déjà fait. Ils auraient mis le paquet pour faire des recherches et des sous. Comme ça n'intéresse personne à part nous, bon, mais voilà, ça n'existe pas et on se débrouille avec notre pendule et c'est dommage parce que ça nous permettrait de progresser. Malgré tout, on se rend compte que cette histoire de mesure du niveau vibratoire, ça semblait bien carré au départ et très rapidement, c'est devenu, ça correspondait plus aux besoins en fait. Et c'est là où il y a beaucoup de choses à dire. Donc l'échelle de Bovis, là je vous en ai montré une qui était limitée à 18 000 unités Bovis. Maintenant, ça ne répond plus aux besoins. Et on trouve ce genre de choses. Alors ça m'agace un peu, ce genre de choses, parce qu'on trouve tout. Les mesures sont devenues extravagantes. Hein, il n'y a plus de limite. Donc là, on est à 140 000. Bon, il y en a à 200 000, 500 000. Puis il y a des gens, j'en ai connus, qui me disent « Oh oui, mais moi je vibre, je ne sais pas combien. » Bon, si ça les rassure, tant mieux, mais moi, ça me gêne un peu parce que ça repose sur rien, et si ce n'est sur des élucubrations des gens. Et en plus, sur celui-là, je l'ai mis exprès parce que vous remarquerez en bas, je ne sais pas si c'est lisible, il est écrit quel est le taux vibratoire. Donc je me dis, ça m'embête. En fait, on a un problème. Il y a quand même anguille sous roche là, parce que si des normes données par Bovis ne nous satisfont pas, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, je vais, pour prendre un exemple, si on prend 2 personnes dans la salle, on ne va pas le faire sur vous, mais imaginons, on prend 2 personnes et ces 2 personnes, on leur demande de mesurer le niveau vibratoire de la pièce. Bon. De bonne composition, elles vont le faire, chacune dans leur coin. Et je suis à peu près sûr que les deux vont donner des résultats différents.
C'est quand même embêtant, ça, parce que j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Les gens trouvent les tendances en général, quand les gens sont de bonne foi, les tendances sont les mêmes. Mais les valeurs sont des fois totalement différentes. Et c'est quand même très gênant. Alors pourquoi ? Pourquoi ? C'est quand même embêtant, parce que si on demande aux mêmes personnes de mesurer quelle est la distance entre ce mur et ce mur, bon ben là, si elles sont de bonne foi encore, la réponse va être la même. Bon. Et on peut s'interroger pourquoi. Alors, tout simplement parce que si on prend, comment dire, par exemple pour les mesures, si on prend la définition du mètre, on se rend compte que le mètre, bon, ce que je dis c'est initial, parce que depuis ça a changé. Mais initialement, le mètre était défini en fonction de mémoire, hein, de l'équateur terrestre. Donc il reposait sur une donnée terrestre. Si on prend la température, par exemple, bon, on prend le moment où l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, puis de quand elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Il y a une certaine valeur, on divise en ça, on a le degré, et voilà. Mais ça repose sur des données de la nature, des données physiques. Bon, pour le poids, c'est pareil. De mémoire, le poids, c'est litre d'eau, je crois. Tout ça, c'est historique, parce que maintenant, ça a un peu changé. Mais en tout cas, on s'appuyait sur des données stables dans la nature, dans la création. Bon. Si je vous dis qu'est-ce qui vibre dans la nature de façon stable à une unité bovis, ou 100 ou 1000, mais mettons, mais je crois qu'on n'a pas la réponse en fait. On n'a pas la réponse, donc on utilise l'unité bovis sans savoir ce que c'est. Et le problème est là, comment faire des mesures fiables si on utilise une unité qu'on ne maîtrise pas? Et alors ce qui nous manque pour avoir que tout le monde parle le même langage en termes de mesure d'unité de niveau vibratoire, et ce qui me manque, c'est, de mon point de vue, un étalonnage. Et il faudrait pouvoir s'étalonner en fonction d'une donnée stable de la nature. Alors, bon, moi je ne vais pas refaire le monde, et puis je fais pour moi, hein, mais je vous soumets quand même l'idée. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde parle donc de la même voix. Et moi, je propose qu'on prenne comme référence le cristal de roche. Alors, ce n'est pas un hasard si j'ai pensé à ça, c'est parce que le cristal de roche a une vibration qui est très stable, et stable, quoi, qui ne bouge jamais. Ce n'est pas pour rien qu'on l'utilise dans les montres suisses, etc. On utilise le cristal de roche parce qu'il a une vibration qui est très très stable. Donc moi je me dis, bon j'en ai un, je l'ai testé, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 14 000 unités bovis évidemment. Et je me dis, si mon cristal de roche, par exemple, vibre à 10 000, à combien vibre ce lieu ou cet objet, etc. Et si tout le monde faisait pareil, on trouverait les mêmes résultats. Enfin, je soumets ça à votre idée, à votre réflexion, et voilà. Et donc c'est ce que je note ici, c'est... donc je reprends tout, et on a l'unité qui est l'unité bovis, on a l'échelle, mais il nous manque l'étalonnage pour résoudre ce problème. Et l'étalonnage, donc, voilà. Pourquoi Et si on fait cette démarche, de mon point de vue, mais tout bouge sans arrêt, mais on peut considérer qu'à ce moment-là, l'échelle de bovis initiale, elle est amplement suffisante, mais pour mesurer les niveaux vibratoires au niveau matériel, au niveau physique. Parce qu'on verra tout à l'heure qu'après, il y a d'autres choses. Bon, voilà pour cette partie-là. Maintenant, autre point. Pourquoi on se casserait la tête à élever notre niveau vibratoire? Parce qu'on est bien comme ça, mais pourquoi se soucier de ce sujet-là? Alors, la réponse a été donnée par quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu, et qu'il a dit avec ses mots à lui, enfin que vous avez connu pas personnellement, encore que je ne sais pas, et qu'il a dit avec ses mots à lui, donc je ne sais pas si c'est lisible. Voilà, vous connaissez peut-être cette citation. Alors il a dit avec ses mots à lui, mais c'était très imagé et très explicite en plus par rapport au sujet qui nous occupe. Alors il y a d'autres façons de le dire. Sur la gauche de l'écran, il y a un dicton qui le dit.
qui se ressemblent s'assemblent. Ou on parle tous de loi des séries. Et là, c'est encore... Alors là, je me suis un peu amusé en faisant le PowerPoint, parce que j'ai repris la même citation que je vous ai présentée au début. C'est exactement le même texte. Mais là, j'ai surligné la phrase qui est juste avant. Tout à l'heure, j'avais surligné la dernière phrase du paragraphe. Là, c'est celle d'avant. Et il dit, juste là, c'est le texte, j'ai rien changé. Et lorsque deux objets, même éloignés, vibrent sur une même fréquence, ils entrent en résonance. Et donc, je pense que vous avez compris la raison en question. C'est la loi de l'attraction. Alors, moi je le dis, là c'est un peu la proposition que je fais. Dans la création, les vibrations de même nature se recherchent, s'assemblent et se renforcent. Alors, c'est une des lois de la nature et elle est très importante et il faut Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il faut garder présent à l'esprit comment fonctionnent les lois de la nature. Ce sont des lois qui s'appliquent partout et toujours et à tout le monde et tout le temps, mais sans affect. C'est-à-dire que dans les lois de la nature, il n'y a pas des notions de bien ou de mal, de positif ou de négatif. Ça marche comme ça, point, et voilà. Alors quand nous, on émet des choses vers la nature, on va en reparler de ça, mais si je le redis tout à l'heure, c'est pas grave, parce que c'est tellement important. Quand nous, on émet des choses dans la nature, vers l'extérieur de nous, par nos pensées, nos actes, etc., on émet des vibrations qui vont aller chercher à la nature des vibrations de même fréquence et qui vont nous revenir, donc ce qu'on a nous envoyé va nous revenir amplifié. Donc si on émet des vibrations du genre ben, bon, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas formé pour, je ne suis pas capable, etc., forcément qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'on émet des pensées d'échec en fait vers la nature nous le renvoie amplifié. Donc il faut faire attention à la loi de l'attraction, parce que, encore une fois, il n'y a pas d'affect là-dedans, ça marche comme ça, et puis c'est tout. Donc autant être positif, pour faire simple. Et voilà, et incarner en fait ce que l'on voudrait être ou ce que l'on voudrait recevoir. L'autre raison, alors des raisons, je ne l'ai pas dit, mais il y en aurait beaucoup, hein, mais je n'en ai retenu que deux. Et la deuxième, c'est pareil, vous en avez entendu parler, sont les résonances de Schumann. Alors, juste un mot pour repréciser ce que c'est. Les résonances de Schumann sont un ensemble de pics spectraux dans le domaine d'extrêmement basse fréquence. On les tourne des basses fréquences dans des ondes très courtes, du champ électromagnétique terrestre. Ce qui revient à dire que ces impulsions sont le rythme cardiaque de la planète. Oui, bon. Alors, vous en avez probablement entendu parler, parce que ça, c'est un thème qui est très à la mode aussi. Elles ont été découvertes dans les années 60, 1960, par un bonhomme qui s'appelait Schumann, qui n'a rien à voir avec le musicien, hein, mais bon, c'était un homonyme. Et initialement, elles vibraient à 7,8 Hz. Alors, ce que c'est déjà, ce sont des ondes, le dessin, il vaut ce qu'il vaut, mais enfin, il est censé expliquer ça. C'est un rayonnement émis par la Terre et qui est piégé par la ionosphère. Donc, c'est un rayonnement qui se situe entre la surface de la Terre et la ionosphère. Et initialement, ces valeurs ont été mesurées à 7,8 Hz. Et on trouve un peu partout des gens qui disent « Oui, mais les résonances de Schumann, elles augmentent sans arrêt, etc. etc. » Ce qui est vrai. Et là, je m'interroge aussi, parce qu'en creusant, c'est vrai que des valeurs ont été mesurées pour les résonances de Schumann à 20 Hz, voire 30, voire même 32. Mais, vérification faite, ce sont ce qui s'appelle des harmoniques. C'est la même vibration. Là, c'est une notion un peu... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des harmoniques. Si vous pratiquez la radiesthésie, par exemple, s'il y a un cours d'eau, mettons là, et si je pars de là, je vais commencer mon pendule, le truc que j'utilise, va commencer à réagir ici, puis là, puis là. C'est un peu comme l'écho des ondes. Et en ce qui concerne les résonances de Schumann, des harmoniques, c'est ça, ce sont l'écho de ces résonances, enfin des valeurs elles-mêmes, et donc qui augmentent, qui sont mesurées jusqu'à des valeurs très, très, beaucoup plus importantes que ce qu'elles avaient au début, en tout cas. Alors, en voyant ça, moi je me dis, on est quand même un peu piégé. Je pense ça depuis longtemps, et on n'en a pas conscience, heureusement, mais on est quand même un peu piégé par cette histoire, parce que quand on regarde bien la vie du corps humain, en tout cas,
n'est possible, du moins sans équipement, qu'à la surface de la Terre. Si on va trop loin sans équipement dans le sol, les pressions sont tellement fortes qu'on ne peut pas survivre. Et si on monte trop haut dans l'atmosphère, on manque d'oxygène, etc. Donc on est quand même piégé à la surface de la Terre, pour faire simple. Et donc on les prend de plein fouet, ces résonances de Schumann qui augmentent. Et donc il faut faire avec. Et voilà. Alors si on accepte d'accompagner le processus et d'élever nos propres vibrations, à ce moment-là, on bénéficie de certain nombre de choses. C'est ce qui est écrit dans le paragraphe à droite, là. Le changement nous rapproche des plans de plus en plus subtils de la création. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure en introduction, où depuis l'ère des Verseaux en particulier, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui entraîne le développement de certaines capacités, l'intuition, la perception de l'invisible, les capacités à soigner, etc., etc. Disons qu'avec ces histoires-là, l'être humain se découvre un tas de capacités, de possibilités qu'il n'avait pas, mais qu'il avait avant, mais c'était moins facile. Parce que cette histoire d'élévation du niveau vibratoire de la Terre nous donne la possibilité d'élever notre vibratoire personnel de façon beaucoup plus facile que ce qui pouvait se passer dans les 2000 ans précédents. Alors si on ne le fait pas, on peut très bien se dire « moi tout ça, ça ne m'intéresse pas ». Et on a beaucoup de gens autour de nous qui ressentent tout ou partie de ce qui est écrit là, donc des difficultés à rester centrés ou concentrés. Le manque d'enracinement, ça, dans le développement personnel, tout le monde dit « je ne suis pas assez enraciné », etc. La fatigue, voilà. Avec les fuites d'énergie sur les corps subtils, ça, c'est très très important aussi dans les comment on dit, les soins vibratoires. On trouve ce genre de choses en permanence, des fuites d'énergie. La fatigue, tout le monde est fatigué. Le mal-être, ça, c'est aussi très très répandu chez nos contemporains. Et les problèmes nerveux. La liste est longue. Alors un truc que vous avez peut-être expérimenté aussi, soit vous-même, soit autour de vous, tout le monde dit qu'on manque de temps. Le temps s'accélère, on n'a plus le temps de... Voilà. C'est lié à ça. Alors là, c'est pareil, moi j'ai une petite explication par rapport à cette histoire de manque de temps. Ce qu'il faut voir, c'est que le temps et matière sont liés. Plus il y a de matière et plus le temps est important. Et plus on est sensible au temps. Dans les trous noirs, bon, je n'y suis jamais allé, mais ce que disent les physiciens, c'est que le temps est quasiment arrêté. Parce que plus la matière est dense, et plus le temps est important. Mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire que moins il y a de matière, et moins le temps est contraignant, on va dire. Donc sur les plans subtils, le temps s'écoule beaucoup plus doucement que ici, sur le plan de la Terre. Et d'où le fait que, avec l'élévation du niveau vibratoire terrestre, la perception du temps est perturbée. C'est pour ça qu'on ressent ce manque de temps et on a du mal à le gérer. Et puis, il y a évidemment toutes les perceptions subtiles. Ça, c'est pareil. Plus ça va, alors je ne sais pas si c'est moi qui attire des gens comme ça, mais plus je rencontre des gens qui ont des capacités spontanées pour soigner, des capacités de voyance, etc. Mais tout ça est lié à l'élévation du niveau vibratoire. Donc, en résumé, un niveau vibratoire élevé nous rend optimistes, positifs, heureux. Il nous permet de nous épanouir et nous maintient en bonne santé. Cet aspect-là est très important. Alors qu'un niveau vibratoire bas nous rend sensibles au stress, au pessimisme, il nous empêche de prendre en main notre destinée, il nous rend vulnérables aux maladies, évidemment. Et surtout, bon là j'ai lu le slide, mais sur quoi je voudrais insister, c'est la phrase que j'ai mis en bleu en sous-titre, là, c'est qu'on est tous responsables de notre niveau vibratoire. Ça, c'est un peu notre responsabilité, parce que l'être humain est doué de conscience, et donc c'est à chacun à se prendre en main, en fait. On ne peut pas toujours s'en remettre au destin et à dire « j'ai pas de chance », etc. C'est à chacun à faire ce qu'il faut. Mais ce qui est vrai pour une personne n'est pas vrai pour l'autre, évidemment. C'est à chacun à trouver sa vérité et à se prendre en main pour assumer son destin personnel. Et personne n'a les mêmes choses à vivre, évidemment. Voilà sur le pourquoi.
Et maintenant, comment? Comment on fait? Quand je vous dis que Alfred Bovis avait tout pressenti, toujours pareil, un extrait de son petit fascicule, il dit « En reliant le biomètre avec la tête de la personne, on constatera que la joie et les pensées gaies donnent des ondes positives longues, signe de bonne santé. Que la colère et la tristesse font baisser les ondes et les rendent négatives, signe de maladie. » Moi je me dis, il est fort quand même, parce qu'il a tout compris en son temps, mais encore une fois, il n'a pas documenté tout ça, mais il avait bien identifié. Alors, moi, il y a une chose, il y a 2 mots là qu'on va un peu commenter. Il dit que la joie et les pensées gaies, grosso modo, ça aide bien. La joie, c'est un sentiment, et les pensées, ce sont des pensées. Alors, c'est là où la définition initiale que j'ai proposée qui s'appliquait au plan de la matière, ça ne marche plus. Parce que Alfred Bovis a lui-même identifié que déjà l'être humain n'est pas que de la matière, il a des sentiments et des pensées. C'est ce qui est écrit là, hein, c'est lui qui le dit. Hein. Et donc cette définition ne fonctionne pas. Et par contre, elle nous amène à nous interroger sur ce qui compose les êtres humains que nous sommes. Alors, il y a plusieurs modélisations. Alors, il y a celle qui a été donnée tout à l'heure, matière, âme, esprit, à gauche. À droite, dans la colonne de droite, c'est le mouvement théosophique qui date un peu de la même période que Bovis. Enfin, c'est pas eux qui l'ont inventé, hein. C'est eux qui l'ont remis au goût du jour, parce que ça, c'est la connaissance ancestrale en Orient, je suppose, qui dit que, c'est très intéressant ça aussi, grosso modo, nous ne sommes pas qu'un seul corps physique, nous avons des corps subtils, et en tout, nous avons 7 corps. C'est dans cette modélisation-là que ça apparaît. Et donc le mouvement théosophique a remis ça au goût du jour. Et au milieu, donc, on a ce que j'appelle, moi, le système PEMS, qui est physique, émotionnel, mental et spirituel. Alors, PEMS, c'est pareil, c'est une modélisation qui est très répandue, très utilisée, en particulier dans le Reiki. Je ne sais pas si vous avez bien noté, mais le Reiki s'appuie sur la modélisation PEMS. Alors moi, je me dis, déjà, un petit commentaire en passant, je me dis, les modélisations, il y en a plusieurs, j'ai sélectionné celle-là. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais pourquoi? Pourquoi on en a plusieurs? Parce que la vérité, elle est une, et pourquoi on aurait plusieurs façons de la décrire? Alors j'ai une image pour dire ça. Donc moi je considère qu'elles sont toutes vraies et toutes fausses. Fausses parce qu'elles sont incomplètes. Mais, donc j'ai une image pour le dire. Si on imagine qu'il y a une pièce fermée, nous on est à l'extérieur, et dans cette pièce, il y a 2 portes, une sur un mur, une autre porte sur l'autre mur. Bon. Et on regarde ce qui se passe dedans par le trou de la serrure d'une porte. On va avoir une vision des choses, qui est vraie, mais partielle. On ne voit pas tout. On va à l'autre porte, on regarde par le trou de la serrure. On va avoir aussi d'autres informations qui sont vraies aussi, mais partielles. Et donc là, ces modélisations, je me dis, sont liées au fait que nous sommes dans un monde en 3 dimensions et on appréhende la création depuis notre point de vue sur le plan de la matière avec nos 3 dimensions. Mais on suppose et on sait, on soupçonne en tout cas, que la création est beaucoup plus complexe que ce que nous on peut percevoir, d'où le fait qu'il y a plusieurs modélisations qui sont toutes vraies et toutes incomplètes. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de le mettre en regard. Là, c'est pareil, je fais une petite parenthèse, mais c'est tellement passionnant. C'est de les mettre en regard les unes des autres. On se rend compte que dans le système PEMS, le physique, l'émotionnel et le mental relèvent de la matière. Par contre, au-dessus, on a le spirituel, donc l'âme et l'esprit sont dans le domaine spirituel. Mais ça signifie que
et encore une fois, ça renvoie à Bovis, où il parlait des émotions et des pensées. Les pensées, c'est le niveau mental. Donc, ils sont perceptibles au niveau de la matière, donc en termes de vibration, parce que, donc, comme on est au niveau de la matière, on peut supposer qu'il est possible de mesurer ce niveau vibratoire-là aussi avec nos outils. Donc, je ne parle pas, ce serait passionnant, mais je ne parle pas des corps subtils, etc. Et alors là, on est dans le comment on fait pour élever notre niveau vibratoire. Alors, on va garder la modélisation PEMS et on va voir ce qu'on peut faire sur ces différents niveaux. Alors, on commence par le plan de la matière. Alors, j'ai fait un seul slide, mais il faudrait faire plusieurs conférences sur chacune des lignes de ce slide, donc on va passer rapidement. Au niveau de la matière, il y a tellement de choses à faire, mais c'est tellement connu. Et je vais juste amener 2 ou 3 précisions sur ces aspects-là. Parce que bon, il y aurait vraiment beaucoup à dire. Et c'est incomplet, etc. On est bien d'accord, hein, mais ce n'est pas le but de creuser ces différents sujets. Par rapport à la nourriture, bon, on sait qu'il faut manger bio, faire attention à ce qu'on mange et tout, même si c'est très difficile de nos jours d'avoir une nourriture saine, vibrante, etc. En tout cas, il faut essayer. Et pourquoi? À cause du principe de nivellement. Je prends un exemple chiffré. Imaginons votre corps physique vibre à 10 000 unités Vobis. Bon. Et vous mangez une nourriture qui est ce qu'elle est, elle vibre à 5 000. Le principe de nivellement va faire que le fait de mettre dans votre corps qui vibre à 10 000 quelque chose qui vibre à 5 000, il y a une moyenne qui se fait et pof, vous tombez à 7 500. Et après vous dites, je ne sais pas ce que j'ai du mal à digérer, ça ne va pas, tout ça. Voilà, c'est lié à ça. La réciproque est vraie. Si vous mangez quelque chose, vous êtes toujours à 10 000, hein, qui vibre à à 15 000. Pour l'exemple chiffré, c'est plus facile. Donc là, ça vous tire vers le haut. Et de 10 000, pof, vous passez à 12 500. D'où le fait qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, ne serait-ce que pour ce principe-là. Qui, encore une fois, c'est une des lois de la nature, le principe de nivellement, il s'applique partout, et encore une fois, sans affect. C'est-à-dire que le principe, lui, c'est bien égal que vous mangez quelque chose à 5 000 ou à 15 000, de toute façon, il va s'appliquer, et la moyenne va se faire. Donc c'est à nous d'être vigilants pour essayer de manger des choses qui nous tirent vers le haut. Ensuite, je vais aborder la ligne qui suit. Moi, je suis prudent avec... comme tout le monde, j'entends parler de régime, de ceci, de cela. Il y a beaucoup à dire, il y en a qui sont de bonne foi, qui sont pertinents, là il n'y a pas de problème. Mais c'est une façon différente d'aborder le sujet. Je me dis, et ça a l'air d'avoir rien à voir, mais bon, dans notre tradition judéo-chrétienne, le monde nous enseigne, on nous apprend que le monde a été créé en 7 jours. Bon. L'être humain a été créé le 6e jour de mémoire. Bon. Mais il n'y avait pas que nous. Et alors, il y a eu le 6e jour, il y a eu d'autres éléments de la création qui ont été créés. Mais moi, je me dis, même si c'est présenté de façon très simplifiée dans tout ce qu'on peut nous raconter, pourquoi cette classification en journée comme ça? À mon avis, initialement, il y avait une raison pour que ça se passe comme ça et qu'on nous le présente comme ça. Je vais aller un peu plus loin, ça fait le lien avec la dernière partie, si on a le temps d'en parler. Je pense que l'évolution, je le redirai tout à l'heure, hein, mais il y a une phase d'involution et une phase d'évolution. Et les sages qui ont pressenti qu'on allait passer par un âge sombre de l'humanité ont dit qu'il faut codifier certaines choses et les édicter en impératif, en loi, etc., pour pas que cette connaissance se perde et qu'il y ait des règles qui restent bien fixes. Et cette histoire de création en 7 jours, à mon avis, relève de ça. Et ce qu'on ne nous a pas dit, parce que évidemment, quand on perd de la connaissance, on en perd et parfois elle est essentielle. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'il ne fallait pas manger ce qui a été créé le même jour que nous, parce que c'est nocif. Et pour moi, cette classification, initialement, a été faite pour ça, pour classifier un peu
différentes choses, et entre autres le fait qu'il ne faut pas consommer ce qui a été créé le même jour que nous. Par contre, ce qui a été créé les jours avant, mais en tout cas, c'est pas nocif. Après, il y a des histoires d'idéologie et tout ce qu'on veut. On peut aller bien au-delà, mais déjà, c'était une classification de base. Encore une fois, sur la nourriture, il y aurait vraiment beaucoup à dire. L'autre point, c'est l'eau. Alors, depuis les travaux de Masaru Emoto et d'autres, mais en particulier les siens, on sait à quoi s'en tenir au niveau de l'eau. Donc, on peut la purifier, l'informer, la programmer, l'énergétiser. Moi, je me dis, l'eau, toujours pareil, on ne s'est pas concerté, mais le sujet a été abordé tout à l'heure. L'eau, c'est un moyen très facile d'élever notre niveau vibratoire par le fait qu'on peut l'informer, tout simplement. Il suffit de mettre à la maison, si vous avez une carafe d'eau, vous la mettez sur un dessous de plat en forme de fleur de vie, par exemple, et elle va de suite monter en vibration. Et quand vous la mettez dans votre corps, si sa vibration est supérieure à la vôtre, elle va vous tirer vers le haut. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, et pour l'information, c'est un moyen très très intéressant. Ça me rappelle une petite anecdote. J'avais assisté à une conférence d'un jardinier. Bon. Et il avait projeté une diapo. Et sur les 2 diapos, il y avait 2 parcelles, je crois que c'était des fleurs. Et au même endroit, et côte à côte. Hein. Et une était chétive, elle avait du mal à pousser. Et l'autre, on voyait des fleurs en pleine santé, c'était un peu de l'exubérance. Et il nous dit, ben voilà, la parcelle, donc la première, je l'ai laissée comme témoin. Et la deuxième, je l'ai arrosée avec de l'eau informée. Et ça suffit à faire une différence, mais sinon, les soins étaient exactement les mêmes, c'était au même endroit, etc. Ça suffit à faire une différence extraordinaire entre les 2 parcelles. Donc, par contre, il ne nous a pas dit avec quoi il avait informé, mais en tout cas, ça devait être quelque chose d'assez intéressant. Alors, pour informer, il suffit de mettre l'eau en contact avec quelque chose qui a des vibrations puissantes, en fait, ou très élevées. La programmer, alors, il y a une nuance entre les deux. Programmer l'eau, c'est, par exemple, on peut la programmer pour la guérison. Donc, c'est pas l'informer avec une vibration particulière, mais c'est lui donner une mission, en quelque sorte. Vous dites à votre eau, je te programme pour la guérison. Bon, après, si vous êtes malade, allez voir le médecin, évidemment. Hein. Mais là, c'est juste pour aider à la manœuvre. Hein. Donc, sur l'eau, pareil, c'est un vrai sujet, il y aurait de quoi passer beaucoup de temps. Et l'énergétiser, bon. Le lieu. Alors, le lieu, c'est un sujet qui n'est pas assez... on n'y accorde pas assez d'importance. Je disais tout à l'heure qu'on est coincé sur la surface de la Terre, c'est vrai, mais plus précisément, on est coincé à l'endroit où on vit quand même, parce qu'on y passe beaucoup de temps, que ce soit chez nous, au boulot ou autre. Bon. Alors là, surtout à un public de radiesthésistes, la géobiologie, ça vous parle, c'est le domaine de prédilection de la géobiologie, les soins du lieu. Malgré tout, je l'ai compris comme ça, en tout cas. La géobiologie, quand on a des vibrations qui ne sont pas porteuses, la géobiologie intervient pour bloquer ces vibrations, pour pas qu'elles nous atteignent. Donc on met des choses qui les dévient, Bon, ça fonctionne, hein. Mais il y a quelqu'un qui est allé au-delà, ou du moins qui a une autre approche, et elle s'appelle Michael Smallride. Et elle est à l'origine du jardin de Perelandra. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, c'est pas... Elle a une autre approche. Elle dit, il y a des énergies là, dans mon jardin, parce qu'à la base, ça s'applique à son jardin, mais on peut extrapoler, ça s'applique vraiment à toute la création, ce qu'elle a fait. Elle dit, voilà, là, il y a des énergies qui nous plombent, qui plombent notre niveau vibratoire, les plantes poussent mal, etc. Et si elles sont là, ces énergies, ce qui est une raison, mais surtout, elles ne sont pas à leur place. Donc, elle a mis au point un protocole en relation avec la nature, évidemment, hein, parce que c'est passionnant quand elle raconte ce qu'elle fait. Et elle dit, voilà, ça ne va pas. Donc, elle a mis un protocole pour déplacer ces énergies à l'endroit de la création
où la place de ces énergies sera la plus appropriée. Et voilà, et donc ça me semble très intéressant, parce qu'au lieu de déplacer ou de faire barrage à des énergies, si on fait ça, on crée un conflit quelque part. Alors que si on déplace l'énergie vers l'endroit où l'énergie sera la plus à sa place, mais c'est beaucoup plus porteur et beaucoup plus évolutif. Et donc c'est pour ça que je tenais à souligner cet aspect. Et elle est allée au-delà, parce que donc il y a des énergies qui sont de basse fréquence, d'un niveau vibratoire assez bas. Elle est allée au-delà, elle a identifié ce qu'elle appelle l'énergie de bataille. L'énergie de bataille, moi au début, je me disais qu'est-ce que c'est. Et elle est assez sévère en fait, parce qu'elle dit il n'y a pas un centimètre carré sur la planète, elle déplore, qui n'a pas reçu ou qui n'a pas fait l'objet qui n'a pas été assailli par l'énergie de bataille. Alors l'énergie de bataille, comment ça se comprend? Mais comme une bataille. Donc c'est un champ de bataille quelque part, là où les gens se sont affrontés. Voilà. Mais ça va au-delà. Il suffit qu'il y ait un conflit. Des gens qui s'engueulent, par exemple, ou qu'il y ait un conflit d'une façon ou d'une autre, et ça crée de l'énergie de bataille. Et alors, en géobiologie ou dans ces domaines-là, on parle de la mémoire des murs. Bon, mais la mémoire, elle va au-delà. Il y a la mémoire de la Terre, en fait. C'est-à-dire que la mémoire s'inscrit partout dans la matière. Même dans un champ, il y a une mémoire de ce qui a été vécu là. Et l'énergie de bataille relève de cet aspect-là. Et elle dit, dans son jardin, elle a demandé, toujours pareil, le pendule, etc., est-ce qu'il faut déplacer l'énergie de bataille? Alors, en fait, la réponse était oui. Alors, pourquoi il y a une nuance entre les deux? C'est parce que ce ne sont pas les mêmes énergies. La première énergie, c'est une énergie que nous autres humains émettons à l'endroit où on vit. Des fois, on n'a pas le moral, ça ne va pas, etc. Le lieu, on imprègne le lieu dans lequel on évolue et de temps en temps, il faut faire un nettoyage par rapport à ça. Alors que l'énergie de bataille, c'est beaucoup plus rare. Il faut le faire une fois de temps en temps peut-être, mais c'est pas du tout pareil, c'est pas exactement le même protocole. En fait, elle ne le dit pas, mais moi je comprends que ce sont des vibrations qui n'ont pas la même fréquence. Donc c'est pour ça qu'il y a une nuance entre les deux. Voilà, alors on fait le lien avec ce que nous a dit Bovis tout à l'heure. Le plan physique est affecté par le plan émotionnel et le plan mental. Bon. Alors on va voir ce qu'on peut faire sur ces différents niveaux pour... Là on est dans le comment, toujours. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau, on va les prendre dans l'ordre, au niveau émotionnel. Alors je vous propose le portrait de quelqu'un que je ne sais pas si vous le connaissez, David Hawkins. C'est un contemporain, il est mort en 2012. Et il était docteur en médecine, psychiatre, physicien, chercheur, conférencier de renommée mondiale. Enfin bon, c'était une grosse pointure. Il a travaillé sur la conscience. Et alors vous me direz, la conscience au niveau émotionnel, en fait ça se recoupe parce que dans les travaux qu'il propose, il s'appuie beaucoup sur les émotions, justement. Et il a mis au point, il a défini plutôt, parce que ce n'est pas lui qui l'a créé, il a juste formalisé. Ce que je mets dans le paragraphe en bas, là, il en résulte en quelque sorte une échelle de mesure du niveau vibratoire pour le plan émotionnel. Alors c'est là où c'est intéressant, parce que, je vais vous la montrer tout à l'heure. On avait l'échelle Bovis pour le plan de la matière, mais là on a une nouvelle échelle qui apparaît, je vous la montre tout de suite, voilà, qui est l'échelle de Hawkins. À ne pas confondre avec Stephen Hawkins d'ailleurs, que vous connaissez peut-être, qui était un scientifique également, mais ce n'est pas le même. Alors là, on a donc l'échelle de la conscience de... j'ai oublié son nom déjà, de Hawkins. Et donc elle se présente comme ça, et présentée comme ça, elle est un peu imbuvable, donc on va la détailler tout à l'heure. Mais juste un mot avant de passer à la suite. Cette échelle est très intéressante, elle existe partout sur Internet. Je vous propose de vous tester sur cette échelle. Dans la mesure où
on considère, enfin, je vous propose, c'est différent, de l'utiliser comme une échelle qui formalise le niveau vibratoire, votre niveau vibratoire au niveau émotionnel. Essayez de regarder à quel niveau vous en êtes. Et c'est très intéressant de se situer par rapport à ça. Bon, comme je disais, là, elle est imbuvable. Donc, je l'ai mise sous une autre forme. C'est les mêmes données, hein, mais que j'ai séparées en deux. Et donc, tout est intéressant, sauf le bonhomme là, qui perd son calme, mais c'était un peu pour imager le fait qu'on est sur des basses vibrations. Donc là, ce qui est dit, c'est qu'au-dessous de 200, alors déjà à cette échelle, il a limité, situé plutôt, entre 0 et 1000. Au moins, là, il n'y a pas à élucubrer, à aller chercher des 5000, 10 000, etc. Lui, il a dit, ça se passe entre là et là, point. Donc on se débrouille avec, et au moins c'est carré. Mais il y a un seuil qui est à 200, et en dessous de 200, c'est ce qui est écrit en tout petit, le corps s'affaiblit. Toujours pareil, quand on est sur des basses vibrations, on se plombe. 85% des humains se situent en dessous de 200. Et le niveau moyen de la conscience humaine se situe aux environs de 207. Alors, c'est à la fois inquiétant et rassurant, ces deux phrases-là, parce que 85% des humains sont en dessous de 200. Autrement dit, 85% sont dans le cas de figure où leur corps s'affaiblit, où ils sont dans une dynamique de basse fréquence. Par contre, la moyenne se situe à 207. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas carré. Ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde est en interférence avec la création. Donc sur Terre, il y a quand même une proportion des humains qui ont un niveau vibratoire qui est très élevé, et ça suffit à rééquilibrer le processus. Enfin, s'il y en a 85% qui sont en dessous de 200, ça veut dire qu'il y en a 15% qui sont au-dessus. Et ces 15%-là suffisent à rééquilibrer, à influencer, de façon à ce que la moyenne générale soit à 207, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Alors si on regarde, juste on va en prendre que deux. Hein. Bon, plusieurs. La colère, on sait que la colère, c'est pas porteur, elle est à 150, c'est pas génial. La peur est à 100. Alors en regardant le tableau, je me dis, bon, voilà, on ne va pas les décrire tous, parce que là c'est pareil, on pourrait y passer beaucoup de temps. Donc la peur est à 100, ce n'est pas énorme, mais si on regarde, le courage est à 200. Autrement dit, si on est confronté au problème, on a peur d'un truc, bon, tout le monde a des peurs, hein, mais on a plusieurs solutions. Soit on dit j'ai peur, j'y vais pas, j'ai peur, voilà. Soit on dit j'ai peur, mais je vais essayer. On fait preuve de courage. Et à ce moment-là, notre niveau vibratoire est multiplié par 2. On passe de 100 à 200. Ça vaut le coup quand même. Parce que déjà, on se sent mieux. Alors, ce qu'il faut voir par rapport à ça, ce sera encore plus vrai tout à l'heure, mais si on a du ressentiment, si on a des émotions négatives, ça arrive à tout le monde, on ne peut pas surveiller et maîtriser nos émotions. Mais quand on a ce genre de choses en tête, on se dit, bon, si on a, je sais pas, on est jaloux du voisin, je ne sais pas, parce qu'il a une plus belle voiture, ou un truc comme ça, peu importe, il nous embête, bon. Il faut se dire, bon, j'arrête avec ça parce que je me fais du mal à moi, je fais du mal à tout le monde, et puis on ne s'en sort pas. Donc la première des choses à faire, c'est au moins ça, parce qu'on est toujours dans le paragraphe de savoir comment faire pour élever notre niveau vibratoire. Donc il ne faut pas se complaire dans des sentiments négatifs. Et on n'est pas sans arrêt à être centré sur soi-même, qu'est-ce que je ressens, etc. Mais quand ça devient trop fort, quand on voit que vraiment on dérive, il faut se dire, bon, j'arrête avec ça, ça mène à rien, et j'essaie de trouver une autre solution. Mais au moins, je m'interdis d'aller au-delà. Et alors ensuite, ici, on est au-delà des 200. Donc les petites phrases, là, ce sont les mêmes. Là, ça m'a amené une réflexion, moi, cette partie-là. Parce que quand on regarde le premier de la liste,
la neutralité est à 250. Je me dis, bon, la neutralité, on est neutre, je ne le voyais pas comme ça. Et après, je me dis, neutralité, par association d'idées, pour moi, ça me fait penser à la Suisse. La Suisse a une culture de neutralité. Je me dis, ouais, bon, mais finalement, c'est peut-être eux qui ont raison, parce que pour autant qu'on sache, il n'y a pas eu de guerre en Suisse depuis, je ne sais pas quand, mais en tout cas, il y en a eu moins qu'ailleurs. Donc, c'est peut-être une piste à suivre, au moins, bref. En tout cas, c'est une illustration du fait que la neutralité, elle est quand même assez élevée. Ensuite, évidemment, l'amour, voilà. La joie, il vaut mieux être joyeux qu'amoureux, finalement. Et la paix, bien sûr. Et ensuite, alors là, je ne l'ai pas dit, mais il y a quand même quelques personnes sur la planète qui sont au-delà des 750. Si on ne le sait pas, on le soupçonne. Et ces gens-là, on peut les remercier parce que, comme on disait tout à l'heure, 85% en dessous de 200, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns là, 15% sur qui sont à ce niveau-là, ça permet de tirer l'humanité au-delà des 200, et c'est quand même encourageant. C'est insuffisant, mais c'est encourageant. Donc voilà pour le niveau émotionnel. Maintenant, on va faire une petite expérience. Ce qu'on ne sait pas, c'est le fait que nos pensées ont également un niveau vibratoire. Les pensées sont de l'énergie que nous émettons, ça on s'en doute un peu. Et les pensées utilisent des mots, évidemment. Quand on pense avec des mots. Alors si on fait une expérience, c'est les mots que j'ai mis là, ou d'autres, hein. Vous le faites ou pas, mais bon, peu importe. Mais si vous fermez les yeux et si vous pensez réussite, vacances, soleil, vous voyez, vous imprégnez de ces vibrations-là. Puis spontanément, je vous dis deuil, souffrance. De suite, je plombe l'atmosphère. Forcément, parce qu'il y a un grand écart entre les deux. Il y a des mots qui nous font rêver, qui nous portent, et d'autres, par contre, le seul fait de les prononcer, mais ça y est, ça nous met par terre. Donc ça montre bien que les mots ont une vibration. Et encore plus que pour les émotions, il faut faire attention à ce qu'on pense. Alors ça, c'est compliqué. Moi, au début, je me disais, il y a quelqu'un qui a dit, on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. S'il faut être sans arrêt à être en train de penser à ce qu'on pense, on va avoir la migraine. Donc il ne faut pas rentrer dans cette dynamique-là. Par contre, quand il y a quelque chose qui nous travaille, on est là et puis on dit ça va pas, il y a ce truc, je ne sais pas comment faire, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas formé, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'y arriverai jamais. Bon, alors là, on dit stop. On dit stop. À minima, on dit j'arrête d'y penser parce que là, ça avance à rien. Il faut au moins la maîtrise de la pensée, c'est au moins celle-là. Ça, c'est le B à bas. De se surveiller quand on est trop dans une dynamique d'échec, en fait, hein, de se dire c'est pas pour moi, les autres y arrivent et moi j'arriverai pas, etc., etc. Là, on arrête. Il faut au moins arrêter de penser ce genre de choses. Par contre, la phase plus porteuse, c'est de se dire bon, je voudrais faire ce truc-là, mais je ne suis pas formé, comment je fais? Et on dit, mais comment je peux faire pour y arriver? Alors déjà, on est dans une dynamique constructive, et on se donne les moyens d'arriver à ce qu'on veut. Mais, puis ça marche, hein, parce que c'est de l'énergie, alors là, il y a le phénomène d'égrégore qui rentre en ligne de compte, c'est qu'à force de penser quelque chose, on crée une énergie qu'on renforce et cette énergie finit par se matérialiser, on le crée dans l'invisible, puis ça se matérialise. Mais il faut quand même être prudent par rapport à ce sujet-là. Et le maître mot, c'est de se donner des objectifs atteignables. Parce que sinon, on va dire, je ne sais pas, moi je voudrais un truc qui est vraiment trop éloigné de nous. Ça peut marcher, mais si ça ne marche pas, on va dire ouais, de toute façon c'est nul, ça ne marche pas, etc. Donc il faut juste se donner le moyen d'atteindre, pour commencer en tout cas, des objectifs atteignables. Voilà.
Alors il y a quelqu'un qui a bien résumé la situation, et ça c'est une citation qui résume, qui est concise et qui résume tout ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que je l'ai mise en exergue. C'est Daniel Sévigny qui a dit ça, je l'ai pris dans son livre, dans un de ses livres. Donc on va la lire. En transformant notre manière de penser, automatiquement nous changeons nos vibrations. Et en changeant nos vibrations, nous changeons notre énergie. Ce qui permet à la loi de l'attraction, on la retrouve partout, de se réaliser systématiquement. Nous attirons ainsi à nous les situations qui sont reliées à notre propre système de pensée. Voilà, tout est dit là. Maintenant, on passe sur un slide qui est un peu compliqué. On va le décortiquer. La partie en rose, là, représente le cerveau gauche, et la partie à droite, en gris-bleu, représente le cerveau droit. Alors, à gauche, il y a écrit « L'acte de pensée », donc c'est le cerveau gauche, se manifeste à la même vitesse que la lecture. Et à droite, la conscience se manifeste à la vitesse de la lumière. Bon, après, il y a différentes choses, mais déjà, il y a cet aspect-là. Il y a une réflexion à faire par rapport à ça. On va reprendre une analogie, une image. Vous imaginez deux pièces. Entre les deux pièces, il y a une cloison et il y a une porte. Dans une des pièces, la lumière est éteinte et dans l'autre pièce, la lumière est allumée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la lumière va empiéter sur l'ombre de la partie de l'autre pièce. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la lumière a la priorité sur l'ombre. Et pourquoi? Parce que la lumière a une vitesse d'onde, on va dire, supérieure à l'ombre. Autrement dit, les vibrations les plus élevées ont l'ascendant sur les vibrations les moins élevées. Et nous, on a ça dans notre cerveau. Parce que le cerveau gauche, donc, pense à la vitesse de la lecture, ce qui est relativement lent, alors que l'autre cerveau va très vite. Encore faut-il se donner la possibilité d'écouter le cerveau droit. Ce qu'on ne fait pas, et ça c'est culturel, parce qu'on est dans une société où on nous a éduqués à développer surtout la raison, tout ce qui est cartésien, tout ce qui est mesurable, etc. Et tout ce qui relève du domaine de l'intuition, mais on n'est pas censé l'écouter, et on le nie, c'est nul, etc. Et c'est dommage, parce qu'on en a besoin, et les deux s'équilibrent en fait. C'est ce qu'il faut retenir de ça. Et donc, un autre mot par rapport à cette histoire-là, le cerveau gauche donc s'exprime par la pensée. Et le cerveau droit, lui, comment il nous parle? Il nous parle avec des symboles, des images. C'est tout le domaine de la symbolique, et souvent on a ça dans les rêves, par exemple. Quand on rêve de certaines choses, mais c'est symbolique. Ou si il y a un tas de supports qu'il utilise, par exemple les contes de fées. Je ne suis pas spécialiste loin de là, mais ça marche beaucoup en symbole. C'est pour éveiller les capacités de notre cerveau droit. Et il y a plein de techniques comme ça qui reposent sur ça. Et l'astrologie en particulier relève aussi de tout ce qui est symbolique, évidemment. Et ça, donc, qui nous parle, c'est de la porte ouverte, on va dire, au monde subtil et donc à une autre dimension de nous-mêmes. Alors moi, je résume ça en disant que l'être humain, pour avancer, il a besoin de deux jambes. Une est la raison et l'autre l'intuition. Et bien souvent, on avance à cloche-pied parce qu'on n'utilise que la raison et on oublie qu'on a une intuition. Et il faut développer les deux. Alors bon, pour plus de précision, la raison c'est le cerveau gauche, l'intellect, le progrès scientifique, la technologie, tout ce qu'on veut. Et l'intuition, c'est les sentiments, l'intuition, évidemment, l'inspiration, et ça se passe sur le cerveau droit. Donc voilà sur le comment par rapport au niveau émotionnel et mental. Reste
le niveau spirituel. Le niveau spirituel, bon, il y a beaucoup à dire et puis on ne va pas dire grand-chose parce que c'est un peu le problème de chacun. Ce qu'il faut voir, c'est que le spirituel n'a rien à voir, dans le sens où je l'entends là, avec le religieux. La religion, c'est une chose qui relève du spirituel ou pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, on parle vraiment de la dimension spirituelle de l'être humain. Donc là, c'était juste pour faire joli que j'ai mis ça. J'ai remis une modélisation là, avec tous les étages. Mais sur cette image-là, on a la partie centrale qui n'existait pas sur les autres. Et il faut voir que quand on s'élève à la dimension spirituelle, on va au-delà du mental. Et on peut considérer que le mental et l'ego se situent à peu près au même niveau. Autrement dit, le spirituel nous amène au-delà de notre partie, de notre ego. Et quand on amène notre conscience à ce niveau, ben on découvre une autre partie de la création et de l'univers. Et là, j'ai prononcé le mot, c'est notre conscience. Autrement dit, tout ça pour arriver à dire que l'élévation, au final, de notre niveau vibratoire s'accompagne de l'élévation de notre niveau de conscience. Par, entre autres, tout ce qu'on a vu, plus la pratique spirituelle que vous voulez. Et puis évidemment, moi j'aime bien la méditation, mais ça c'est à chacun de trouver sa voie, évidemment. Et il y en a d'autres, hein, mais la méditation, ça marche bien quand même. Voilà, bon, je pense qu'il nous reste du temps. Donc j'avais prévu, ce que je disais, ça c'est un peu technique, éventuellement m'arrêter là, mais comme on a du temps, on va complètement changer, pas de sujet, mais d'approche. Et on va parler du niveau vibratoire de la Terre. Alors je vais dire quelques mots juste. Alors là, c'est une autre approche totalement différente. Enfin, on n'est même pas sur de l'astrologie dans un premier temps, mais sur de l'astronomie. Quand on est en classe, on nous apprend que la Terre tourne sur elle-même, qu'elle tourne autour du Soleil. Bon. Mais on ne nous dit pas qu'elle tourne aussi sur son axe. La Terre décrit un mouvement comme une toupie qui va s'arrêter et son axe pivote. Donc c'est ce que j'ai essayé de dessiner là. Elle pivote sur elle-même. Mais pourquoi on ne nous en parle pas? Parce qu'on considère, du moins au niveau scolaire, que ce mouvement est négligeable parce que pour faire un tour sur son axe comme ça, c'est, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais 25 765 ans, je crois. C'est Flammarion au XIXe siècle qui l'a dit, de mémoire, hein, mais bon. D'autrement dit, on ne nous en parle pas, et voilà. Mais c'est quand même important, dans le cas qui nous occupe, parce que ce phénomène-là s'appelle la précession des équinoxes. Et en faisant ce tour sur son axe, elle balaie le cercle zodiacal qui se trouve à l'horizon. Donc tout ça, c'est un peu compliqué à imager, mais bon, il faut retenir l'idée en tout cas. C'est que la projection de l'axe terrestre, alors comme elle est inclinée, on le voit sur le dessin, même si c'est un peu petit, on a la projection de l'axe au nord et au sud, et cette projection balaie le cercle zodiacal qui est à l'horizon, au nord et au sud. Et en faisant ça, donc, l'axe lors de la précession des équinoxes balaie le zodiaque en 25 000 ans. Voilà. Et c'est ce qui va déterminer ce qu'on appelle les aires astrologiques. Comme on a 12 signes, bon, pour plus de précision, enfin, de compréhension, souvent le cycle a été ramené à 24 000 ans, 12 signes, donc ça fait 2000 ans par signe, et on dit chaque ère astrologique dure 2000 ans. C'est ce qui est faux, parce que c'est un peu plus, mais bon, c'était juste pour imager. Et c'est ici où c'est un peu technique, parce que sur ce dessin, donc, sur la partie centrale, le cercle du centre, on retrouve les signes astrologiques. Au milieu, on a... Alors, les signes astrologiques, il y en a 12, parce que notre astrologie est solaire.
comme le Soleil met un an, enfin met 12 mois pour parcourir le zodiaque, donc on a une astrologie qui est solaire. Ce qui a beaucoup à dire d'ailleurs, parce que dans notre société, c'est le Soleil qui détermine notre façon d'être, donc il faut briller, être le premier, etc. Et être se mettre en avant et tout et tout. Au centre, par contre, on a 27, le petit fromage là, on a 27 subdivisions qui représentent les signes lunaires de l'astrologie de l'Inde. Donc ce sont les nakshatras, il y en a 27. Et comme la Lune fait le tour du zodiaque en 27 jours et des poussières, ils ont retenu 27 signes. Et leur astrologie met bien l'accent sur l'idée qu'on se fait, en tout cas, de la société indienne, qui est beaucoup plus dans le spirituel, dans l'émotion, le ressenti, etc. que nous. Et le cercle extérieur représente ce qui s'appelle les yugas. Les yugas, ce sont les âges de l'humanité. Et en bas, vous voyez apparaître le Kali Yuga en particulier. Alors, tout ça est un peu technique. Bon, j'essaie de simplifier, mais ça reste quand même assez technique. Il faut savoir que les yugas réagissent à la projection de l'axe sud de la Terre lors de la procession des équinoxes, et les aires astrologiques réagissent à la projection de l'axe nord. Pourquoi c'est comme ça? J'en sais rien. Peut-être que c'est une question d'hémisphère, parce que l'Inde est plutôt dans l'hémisphère sud, et nous plutôt dans l'hémisphère nord, je ne sais pas. Et donc, par le calcul, donc là ce sont des calculs personnels, on va dire, j'ai déterminé que, à l'heure actuelle, la projection de l'axe nord-sud, alors il y a encore une autre notion par rapport à ça, qui est le fait du zodiaque sidéral et du zodiaque tropical. Un représente le zodiaque des constellations, qui est utilisé en Inde, et l'autre représente notre zodiaque à nous. Et ce zodiaque-là, depuis 2000 ans, a été à glisse avec la précession des équinoxes. Enfin, bref, tout ça est très compliqué. C'est écrit dans le livre, mais c'est un peu compliqué, puis on n'a pas trop de temps, puis ce n'est pas le but. Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous sommes dans l'ère du Verseau. Alors moi, depuis les années 60, je sais plus... Pardon 83 ? Oui, moi j'étais à 63, mais bon, ça dure 2000 ans, on n'est pas à quelques années près. Et alors voilà, quelques mots par rapport à ça. L'ère du Verseau, même au début, quand j'en parlais, il y a des gens qui me disaient « Mais non, c'est toujours pareil, dans 200 ans, dans 300 ans. » Bon. Le Verseau, si vous connaissez un peu l'astrologie, est représenté par des hiéroglyphes, ce sont des ondes là. Regardez, pour les gens de ma génération en tout cas, quand je suis né, des télécommandes, il n'y en avait pas. Maintenant, il y a des télécommandes pour tout. La moindre chose, pour la télé, pour la chaîne, on utilise des ondes à tour de bras et dans tous les sens, et même trop d'ailleurs. On est environné d'ondes, et tout ça à l'espace de 2-3 décennies. Donc l'onde est bien du domaine du Verseau pour ne parler que de ça. Il y a d'autres phénomènes comme l'humanitaire ou des choses autres qui relèvent du Verseau. Donc on est bien dans l'ère du Verseau et on le vit et ça chamboule tout et ça va très vite. Mais pourquoi je parle de ça surtout, c'est qu'on a vu ça s'interprète en axe cette histoire-là. Et là c'est beaucoup plus ennuyeux parce que qui dit qu'on est dans l'ère du Verseau dit que le signe opposé est également très valorisé. Et en face, on a le lion. Et le signe du lion, c'est en ligne qui, évidemment, c'est le signe d'été et qui est très chaud. Alors, ma conviction personnelle, ce n'est qu'une conviction, veut que, quoi qu'il arrive, de toute façon, le climat se serait réchauffé. Parce que, sous l'influence du signe du lion, dans l'histoire, vers moins, il y a 12 000 ans à peu près, c'était l'inverse, enfin bref, il y a eu un réchauffement climatique aussi. Si ce n'est qu'à l'époque, les humains étaient bien capables de mettre de l'huile sur le feu comme on le fait nous. Alors c'est là où je me dis qu'on marche vraiment sur la tête, on est absolument suicidaire, parce que non seulement la planète se réchauffe, mais nous, on aggrave le phénomène.
Et là, je me dis... Ensuite, l'autre aspect, donc là, on va revenir au niveau vibratoire, parce que c'était le but initial. Donc on a dit que ça marche avec la projection du nœud du pôle sud, pardon. Et donc là, on se situe au niveau du lion, évidemment, que vous voyez en bas à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors là, c'est pareil, c'est un peu troublant. On a passé 2000 ans environ de Kali Yuga, 1000 ans plus un peu plus, quoi. Où là, c'était une période très sombre pour l'humanité. Et maintenant, on est dans le Dvapara Yuga ascendant. C'est-à-dire que sur la partie droite, depuis 12 000 ans, le développement de l'humanité, enfin pour moi c'est une involution, on a régressé. Le minimum, l'âge le plus sombre, c'était il y a à peu près 2000 ans de notre ère. Et on a traversé le Kali Yuga, et donc la datation que j'ai effectuée, on serait sorti du Kali Yuga vers les années 1300. J'étais un peu déçu quand même, parce que la vision qu'on a par rapport à là, je me dis, bon, d'accord, mais on n'était plus au Moyen-Âge, mais en fait, c'était un peu on s'attendait à mieux, mais bon, c'est comme ça. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Il y a des choses vraiment troublantes sur ces phénomènes astrologiques. C'est la période en question, dans les manuels scolaires, on nous parle de la Renaissance. Je me dis, c'est troublant quand même. Parce qu'on est sorti du Kali Yuga au moment de la Renaissance. Autrement dit, les gens de cette période-là a été perçus comme un allègement, en quelque sorte, de ce qui avait été vécu avant. Et donc là, on est dans le Dvapara Yuga pendant 2 ou 3 000 ans, enfin, je n'ai plus les dates en tête. Et donc, pour en revenir à notre histoire de vibration, il y a un grand sage indien qui s'appelait Yukteswar. Il dit, pendant le Kali Yuga, le potentiel vibratoire, bon, lui, il parle de dharma, mais en français, on va parler sur région de plus aujourd'hui, de vibration. Il dit le potentiel est à 25%, enfin, l'expression des énergies est à 25% du potentiel. Autrement dit, c'est là où la Terre et où l'humanité vibre le moins. Par contre, dans le Dvapara Yuga, on passe à 50%. C'est pour ça qu'on commence à dire que le niveau vibratoire, on le perçoit tous, est nettement meilleur maintenant que ce qu'il a été. Mais surtout, il y a eu une accélération avec l'arrivée de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, donc, qui est assez récente, qui a mis un coup de boost, si on peut dire, à ce niveau vibratoire, sous l'effet, donc, le double effet du Dvapara Yuga ascendant, parce que là, on est en train de remonter vers un âge d'or de l'humanité, qu'on ne verra pas, je suis désolé de vous l'annoncer, mais parce que ça va se passer dans à peu près 8 à 10 000 ans, donc bon, on reviendra. Mais et donc, on est sur une phase ascendante du niveau vibratoire. Et on est à 52%, ça c'est quand même très intéressant. Alors le yoga suivant, le Treta Yuga, là on sera à 75%, et puis le Satya Yuga, là c'est de 100%, donc, et ça dure très longtemps. Ça dure... oui. Pardon? T-R-E-T-A. Mais c'est pas yoga, hein, c'est Y-U-G-A. Et alors, tant que j'y étais, je me dis, c'était déjà pas mal de découvrir tous ces trucs-là. Oui, une chose, je voulais dire. Par rapport à l'avènement de l'ère du Verseau, on est dans les vibrations, là. Hein. Je me dis, c'est quand même très intéressant. Je suis tombé donc avec une datation au moment des années 60. Et je ne sais pas comment c'est venu. J'ai toujours pareil, les coïncidences, les synchronicités, tout ça. À ce moment-là, je me suis retrouvé à écouter un vieux tube d'il y a quelques années qui s'appelait Aquarius. Vous avez dû connaître, toujours pareil, les gens de ma génération connaissent avec la comédie musicale Air, etc. Et donc déjà le titre Aquarius, c'est le Verseau. Hein. Et je suis allé lire les paroles et il parle de l'ère du Verseau. Et cette chanson est sortie dans les années 60.
Alors c'était bien dans l'air du temps quand même. Moi je me dis, les artistes perçoivent les vibrations, ils mettent des mots dessus, et bon, des fois ils se trompent, mais souvent ils nous disent des choses très intéressantes. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, pour finir, je suis allé au-delà, je me dis, bon d'accord, on est dans l'ère du Verseau, mais ça dure 2000 ans, c'est un peu long quand même. Il faut savoir qu'en astrologie, dans un signe, il y a 30 degrés, et chaque degré a une symbolique qui lui est propre. Donc ça, c'est la tradition qui le rapporte. Et donc, je suis allé voir quel est le degré, période par période. Alors ça s'interprète en axe, évidemment. Et donc, j'ai regardé, je suis remonté, toujours pareil, dans mon étude, là, depuis la Révolution. Puis tant que j'y étais, j'ai continué sur le siècle actuel. Donc ça va jusqu'à 2100, je crois. Mais après, c'est sans fin, hein, mais bon. Et là, je vous ai mis les degrés qui sont dont on ressent l'influence maintenant. On a changé de degré là, au tournant des années 2020. Donc c'est le 4e degré du Verseau et le 4e degré du Lion. Alors, je vous disais que ça s'exprime en symbole et en image. Donc là, la symbolique du 4e degré du Verseau, voilà, c'est un livre qui est sorti et à la base c'est un texte et puis il y a quelqu'un qui qui a dessiné le texte. C'est toujours des images écrites, mais là donc ça a été dessiné. Et visuellement c'est quand même plus intéressant. Alors cette image représente un homme richement vêtu qui rentre dans une belle demeure. Et alors moi tout de suite, toujours pareil, j'avais un peu d'historique par rapport à l'étude que j'ai faite, j'ai pensé au même personnage, un personnage du même type qui on a eu l'influence d'un degré où il était mis en scène. C'était à la fin du 19e siècle. Enfin bref, c'était sur la période de Napoléon III. Donc je me dis, c'est pas le retour de Napoléon III qu'il faut voir, mais c'est, toujours pareil, on est dans la symbolique. C'est un homme de pouvoir qui rentre dans son palais. Moi je l'ai interprété comme ça. Et dans ce que j'ai raconté, en interprétant cette image, j'ai pris des risques, parce que toujours pareil, quand on interprète ce qui va arriver, on se plante toujours. Mais malgré tout, je restais un peu vague et j'ai dit, durant cette période, il faut s'attendre au retour d'un pouvoir fort. Voilà, je ne me mouille pas trop, mais je donne un peu la tonalité. Et maintenant qu'on y est, je me dis, bon, quand on regarde sur la planète ce qui se passe, on ne va pas aborder des sujets sensibles, ce n'est pas du tout le lieu, mais c'est juste un constat. Quand on regarde ce qui se passe en Chine, par exemple, en Inde aussi, au Brésil, en Russie, je me dis, quand même, on est quand même bien dans ces vibrations-là. Et sur la partie gauche du dessin, il y a un homme beaucoup plus simple, qui est moins richement vêtu, qui a l'air de s'enfuir là, avec son cheval, et il porte une cassette. Alors, toujours pareil, on ne sait pas ce qu'il y a dans la cassette. Puis là, on est dans le domaine de la symbolique, et puis on peut absolument mettre tout ce qu'on veut là-dessus. Mais je me dis, ça pourrait bien être de l'argent. Voilà. D'où le fait que je me dis, il faut s'attendre à des crises économiques. Mais on verra à la fin de la période ce que ça a donné. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est par rapport au pouvoir, il y a même eu les États-Unis. Là, ça va un peu mieux maintenant, mais bon, on verra. Et le degré opposé, donc, qui est le 4e degré du lion. Voilà. Là, c'est une image un peu bucolique. C'est un chat qui convoite un poisson. Un chat un peu sur le qui-vive, là, et puis le poisson placide. Encore une fois, on est dans le domaine du symbole. Alors là, je m'étais un peu perdu parce que j'étais dans ces remarques-là. Et je me suis dit, le chat fait penser au signe du lion. Bon, et on a vu qu'à l'opposé du Verseau, il y a le lion, donc il y a les valeurs du lion qui reviennent des actualités. Le poisson, on sort de l'ère des poissons. Donc, je me dis, il va y avoir un basculement qui se fait entre les ères du poisson et l'avènement de l'ère Verseau-Lion.
C'était une approche. Mais je me dis que de l'autre côté, je l'ai écrit, je l'ai remis sur mon blog d'ailleurs, parce que c'était un peu troublant. Je me dis, c'est quand même le chat, c'est quand même le fort, et le poisson, c'est quand même le faible. Alors sur l'image, le chat, il ne passe pas à l'acte. Mais on se rend compte que là, actuellement, comment dire, dans ce qui est vécu, il est passé à l'acte. Voilà. Je vous laisse juge de deviner ce que je veux dire. Mais bon, avec les événements actuels, il y a quand même eu une agression du fort sur le faible. On peut le voir comme ça. Mais bon. Voilà, elle est terminée. Mais je vous remercie. Les dessins, là, c'est le livre de Jean Duze. C'est les 360 degrés du zodiaque, expliqué par l'image, je crois. L'auteur, c'est Jean Duze, édition Bussière. Et j'ai pas le nom de la personne qui a fait les dessins, mais il y en a 360, donc. Mais dans le livre, c'est écrit. Bien, après l'exposé de Charles, on va consacrer un petit quart d'heure aux questions. Donc, je ne sais pas si on vous laisse la liberté de poser quelques questions à Charles, pas plus de 10 minutes, un quart d'heure. Je vous donne le micro, pardon. D'abord, je voulais vous remercier infiniment de tous ces éléments que vous nous avez exposés. C'était extraordinaire. Merci. Je voulais revenir sur... Personnellement, j'avais 2 questions. Je voulais revenir sur la diapo concernant où c'était écrit « Si l'on n'élève pas notre niveau vibratoire, on s'expose à des difficultés comme de l'hypersensibilité nerveuse qui déboucheraient sur des apparitions subtiles. Si ça arrive au commun des mortels, si je puis dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça arrive comme ça du jour au lendemain, par exemple, et qu'est-ce qu'on fait de ça, de ces événements-là ? Et ma seconde question, vous disiez ne pas manger ce qui a été créé le même jour que nous, que notre création à nous. Pouvez-vous donner un exemple ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? Le bœuf, voilà. C'est pour donner une réponse précise. C'est plus vaste que ça, mais il suffit d'aller regarder dans les descriptions traditionnelles qui traitent de ce sujet-là. Et grosso modo, c'est tous les grands animaux. Et je crois que c'est tous les animaux, d'ailleurs, sauf les oiseaux. Je crois que les oiseaux, c'est le 4e jour, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, c'est tous les grands animaux, il faut éviter. Par contre, les oiseaux, ils ont été créés avant. Donc, ils sont... Encore une fois, il y a d'autres idéologies qui peuvent se greffer sur le sujet. Ça, c'est à chacun de voir. Hein. Chacun a son avis. Mais d'un point de vue nocivité pour le corps humain, les oiseaux ne sont pas nocifs. Voilà. Par contre, les grands animaux le sont. Et par rapport aux perceptions, c'est les perceptions subtiles que vous disiez. La première des réactions, c'est de comprendre ce qui se passe. Parce que souvent, on est pris de court et on se dit, voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce qui se passe, je suis malade, je vais faire la raison, etc. Non, c'est qu'il faut comprendre ce phénomène. Et il faut se dire qu'on n'est peut-être pas en adéquation avec les vibrations du moment. Et il faut se mettre à mesure de comprendre le phénomène et déjà de l'accepter, de le comprendre. Et moi, ce que je me dis, ce qui vaut mieux, c'est de l'utiliser. Si on l'a, c'est pas pour rien. Donc il faut l'utiliser plutôt que de subir. Donc voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais avec ? Alors déjà, je l'accepte, puis je le gère, parce que on a parfois des perceptions qui peuvent être très dérangeantes. Là, il faut dire, bon, c'est pas le moment... je le rejette pas, mais
quand j'aurai la tête reposée, quand je serai prêt, je vais assumer ce problème-là, au lieu de se dire, bon, j'ai peur, qu'est-ce qui m'arrive, tout ça. Non. Il faut se dire, je vais le gérer, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, toujours pareil. Et garder la tête froide, et puis l'intégrer à notre processus de développement personnel, pour l'utiliser positivement. Une autre question ? Si j'ai bien compris, le paradia magnétique pour le pendule, le quartz ou le bois correspond bien à cette définition. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai essayé là d'exprimer, de traduire un peu ce qu'il écrit succinctement dans sa notice. Là. Mais on peut supposer, oui, que l'idée, c'était d'avoir un pendule qui ne soit pas sujet aux perturbations magnétiques qui peuvent venir. Alors après, s'il y a d'autres façons de faire, voilà. Disons que c'est toujours pareil. Moi, je me méfie beaucoup, d'une façon générale, de ce que j'appelle les rites. Quelqu'un nous dit, il faut faire ça. Alors on le fait, et puis si on dérive, on dit, mais pourquoi on a peur de dériver, etc. On ne comprend pas ce qu'on fait. Et par contre, si on comprend, ben on dit, oui, on fait ça parce que, mais dans certaines situations, on peut faire autrement, on aura le même résultat. Vous voyez, donc c'est un peu ce que j'appelle les rites. Alors, lui, il a inventé son truc, mais s'il avait utilisé d'autres matériaux, comme vous dites, il aurait eu le même résultat. Le tout, moi, ce que j'ai compris, c'est ça. C'est qu'il voulait avoir un outil objectif, qui ne soit pas perturbé par différentes influences. Est-ce que c'est par rapport aux différentes échelles qui sont proposées, j'allais dire, j'en ai 5, 6, 7, je me sers toujours de la même, qui m'est personnelle et qui est en contradiction avec beaucoup de gens, mais ça, quand je teste quelqu'un, c'est par rapport à d'habitude, quelqu'un qui a 8000, c'est pas fort, mais quelqu'un qui a 14 000, c'est déjà beaucoup mieux. C'est bien, là, déjà. Mais je pense que c'est une échelle qui m'est personnelle et qui ne correspond pas bien à la belle que vous avez montrée tout à l'heure et que j'ai dans mes archives et qui ne me sert pas beaucoup, quoi. Est-ce que c'est normal ou bien... Alors, il y a plusieurs aspects. Dans ce que j'ai dit, ce que je voulais mettre en évidence, c'est la nécessité de faire un étalonnage et de déterminer quelque chose dans la nature qui vibre à une unité bovis de façon stable. Quand je dis une, ça peut être 100 ou 1000, mais en tout cas, avoir une mesure qui soit stable pour tout le monde et que tout le monde adopte la même, pour que tout le monde parle le même langage. Ça, c'est un des aspects de la question. L'autre, c'est par rapport à vous-même. Comme personne, on sait très bien, enfin, j'ai identifié ça, mais apparemment vous ne me contredisez pas, qu'il n'y a pas d'étalonnage général qui soit adopté par tout le monde. À minima, il faut s'étalonner soi-même, de façon à reproduire toujours la même mesure pour soi. Parce que si un coup on prend un étalon et un coup on va en prendre un autre, ça ne marche pas, on aura toujours des différences et nos travaux ne seront pas fiables et ils ne servent à rien en fait. Donc le fait de s'étalonner soi-même et d'avoir des conventions personnelles. Tout ça pour en arriver au fait que si vous avez trouvé une façon de mesurer qui vous convient, mais vous la gardez, et au moins d'une fois sur l'autre, vous allez voir une progression par rapport à la précédente mesure, en plus ou en moins, mais en tout cas, vos mesures seront cohérentes. Mais oui, par rapport à votre expérience. Mais ce que je déplore, c'est que ce qui serait bien, c'est que tout le monde est la même. Au moins, on donnerait une dimension autre à cet aspect qui est très intéressant, parce que c'est un peu ce que j'ai essayé de dire aussi, c'est qu'à la base, il y a quand même une réalité scientifique derrière le niveau vibratoire. Il n'y a pas eu la volonté de développer, enfin, de faire une recherche scientifique sur le sujet, mais certains scientifiques l'ont quand même effleuré. Donc il y a une réalité, et ce serait bien que tout le monde l'appréhende de la même façon. Et comme ce n'est pas le cas, on se débrouille, mais il n'y a pas de cohérence générale entre les champs. Voilà. Bon. Une autre question? Oui, voilà, je voulais savoir si vous pouvez me répondre à cette question. Moi, quand j'ai employé un pendule en cristal, il y a quelques années de ça, eh bien, il a éclaté. Oui. Oui. Alors, donc, j'en ai pris un
en cuivre, en métal et tout ça, ça marche bien. Oui. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas réessayé maintenant, mais voilà. Est-ce Alors, que vous pouvez me donner une explication? Le sujet est un peu délicat parce que là, on touche à la litho quelque chose. Et il faut bien voir que les minéraux sont des êtres vivants, qu'on le veuille ou non. Hein, c'est le monde minéral, mais ils réagissent. On peut considérer qu'ils sont vivants. Et s'il a éclaté, c'était un signe de saturation de quelque chose qui ne les convenait pas. Et c'est toujours pareil. Hein, on peut, quand on sature d'ondes un support, mais tôt ou tard, il dit stop, et puis il se manifeste comme ça. Donc ce qu'il aurait peut-être fallu faire, c'est premièrement le nettoyer, deuxièmement le programmer avant de l'utiliser, parce que quand vous avez un pendule en cristal, il est mis un peu à toutes les sauces et il prend des vibrations qui viennent un peu partout, qui ne sont pas forcément positives. C'est un peu ce que je disais avec les vibrations du lieu à l'introduction, où il y en a qui sont franchement négatives. Et donc si vous ne l'avez pas nettoyé et nettoyé régulièrement ou programmé pour ne pas qu'il prenne ces vibrations-là, mais tôt ou tard, il a dit stop. Hein. Voilà. Il faut faire attention avec les minéraux quand même. Hein. Ce sont des êtres vivants, il faut faire attention à ça. C'est pareil en améthyste. Hein? C'est pareil, un pendule en améthyste. Un améthyste? Un améthyste, Un oui, bien pendule sûr. en améthyste, c'est pareil, il sûr. réagit de la même façon. Bien sûr. D'accord. Oui, tout ce qui est du domaine du minéral, il faut être très vigilant. Il faut en prendre soin. Les nettoyer, les programmer. Mais encore une fois, c'est pour nous rassurer, parce qu'on utilise un pendule. Bon, là, je veux heurter personne, mais comme je disais, on peut très bien se passer du pendule. Utilisons nos mains. Hein. On a tout ce qu'il faut, donc on n'a pas besoin de... Et est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de votre livre 77 jours pour élever son niveau vibratoire? Oh oui, oui. Le premier livre, Pourquoi et comment, était théorique. Et j'ai ressenti la nécessité, en quelque sorte, de décliner concrètement, de donner des techniques pour mettre en œuvre la théorie. Donc je propose différents exercices qui nous permettent de travailler sur notre niveau vibratoire et ça rejoint un peu ce qu'on disait, de s'approprier différentes choses qui nous arrivent du subtil, en particulier de travailler avec les mains, entre autres, de travailler avec des végétaux, les minéraux, etc. Donc c'est une déclinaison concrète de techniques qui nous permettent de travailler sur notre niveau vibratoire. Sachant que j'ai mis là-dedans aussi la méditation, avec ce que j'appelle une montée en vibration, qui permet, en préalable à la méditation, de se mettre à un niveau de conscience un peu plus élevé, on va dire. Donc voilà, c'est un petit panel de techniques. Oui. Attendez. Levez la main. Voilà, vous parliez qu'il fallait plutôt travailler aussi bien avec les mains qu'avec le pendule. Vous parliez de paume de la main, mais je ressens que les doigts de la main ont encore plus de force que la paume de la main. Il y a la comparaison entre la radiesthésie et le magnétisme. Où est-ce que vous voyez la comparaison, la différence? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Dans la paume des mains, on a des chakras mineurs. Alors les chakras, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'interface énergétique que l'on a avec l'univers. Donc on en émet et on reçoit. Et souvent dans les soins vibratoires, on n'utilise que la partie émission avec les chakras des mains. Donc on soigne avec les mains et on émet des vibrations, on va dire. Mais on peut également percevoir. Dans la nature, tout marche toujours à double sens. Toute notre communication avec l'environnement se passe dans les deux sens, il ne faut pas l'oublier. Donc on peut aussi recevoir. Et entraînez-vous à mesurer, par exemple ici, le niveau vibratoire de la pièce, et vous allez voir, bon évidemment, si vous attendez à ressentir quelque chose, il faut s'attendre à rien, il faut laisser faire. Et même si vous ne ressentez rien, la technique, je vous le donne en passant, vous dites à votre bras, tu t'arrêtes quand tu arrives à la limite du niveau vibratoire. En fait, c'est le corps éthérique de la Terre qu'on mesure, qu'on fait ça.
Mais voilà, donc ça c'est au niveau des chakras des mains où on peut faire plein de choses avec. Par contre, la pointe des doigts, c'est un peu différent. Ce ne sont pas des fuites énergétiques, mais des émissions énergétiques sur la pointe des doigts qui marchent à double sens aussi. Et on ne peut pas parler de chakras, mais des portes sur l'extérieur qui nous permettent d'émettre ou de recevoir également. Et c'est pour ça que la pointe des doigts est très sensible. Là, le stade du toucher est sensible, mais on a aussi un toucher subtil avec la pointe des doigts. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous dites. Et alors, par rapport au magnétisme, le magnétisme, c'est... moi, je suis un peu prudent avec ça parce que le magnétisme, c'est notre énergie qu'on transmet. Et il vaut mieux servir de canal que d'utiliser notre propre énergie, sinon on s'épuise. Donc il vaut mieux canaliser l'énergie de l'univers et la centraliser avec les mains ou le troisième œil. Enfin bon, il y a différentes techniques. Mais... Une dernière question. Bonjour. Vous avez parlé de l'eau. Pour élever le niveau vibratoire de l'eau, il faut la mettre en contact avec quelque chose de puissant. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, une fleur de vie, par exemple. Mais si on lit un peu la littérature sur le sujet, il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses. Ils sont arrivés à prendre des photos, je ne sais pas si on peut dire des cristaux d'eau, selon qu'on la met... il y a beaucoup de choses à dire sur l'eau. Si vous mettez de l'eau en contact avec du hard rock, par exemple, il y a des gens qui ont vu sur des cristaux d'eau, ils ont une tête un peu bizarre. Si vous mettez de l'eau en contact avec de la musique classique, à ce moment-là, il y a des images qui sont beaucoup plus harmonieuses sur la composition de l'eau elle-même. Donc à vous de trouver quelque chose qui convient. Il y a des gens qui ont fait des expériences pareilles. Vous mettez une étiquette avec dessus, vous mettez amour, par exemple. Et sur l'autre, vous mettez enfer ou ce que vous voulez. Vous comparez les deux. Même au niveau du goût, on doit le percevoir. Ce que je n'ai pas dit par rapport à l'eau, c'est à vous de faire preuve d'imagination, en fait, par rapport à des choses qui vibrent ou pas. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui me semble important, du coup je l'ajoute là, par rapport à l'eau, il faut voir qu'on est composé, alors c'est pareil, ça dépend des sources, à 70 ou 80% d'eau. Et donc ce que l'on fait et les situations dans lesquelles on se trouve, et nos pensées, etc., on est en train de programmer l'eau de notre corps en permanence. Donc il faut faire attention à ça aussi. Donc je parlais du hard rock, je n'ai rien contre, mais faites attention de ne pas vous exposer à des ondes qui soient un peu trop violentes ou un peu trop désagréables. Il vaut mieux rester dans un monde harmonieux, avec les oiseaux, la nature, etc. C'est beaucoup plus porteur que certaines situations conflictuelles ou autres. Il faut être conscient de ça aussi. C'est un moyen facile de prendre soin de soi, en fait. De ne pas s'exposer à des choses trop désagréables. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, très bien. Et au sujet de la nourriture, vous avez parlé du principe de nivellement. Mais comment on peut savoir, je commence en radiesthésie, comment on peut tester savoir ce qu'on mange, quoi. Savoir le niveau. J'ai pas entendu, en fait, parce que le son est mauvais. Je voulais savoir comment savoir le niveau vibratoire de ce que l'on mange. Ah, le niveau vibratoire de ce qu'on mange? Oui. Ah, ça, c'est compliqué. Parce que c'est pareil, c'est un souci permanent. Et puis, à mon avis, c'est à peu près impossible parce que la nourriture que l'on mange de nos jours, on ne sait pas d'où elle vient la plupart du temps. Même si maintenant, il y a des efforts de traçabilité et tout ce que vous voulez. Alors, il faut être un peu vigilant, du bio, vegan, etc. Déjà, ça, c'est une bonne approche. Mais il y a une autre façon de faire, complémentaire plutôt. Si vous faites du Reiki, par exemple, vous faites un coup de Reiki sur les aliments que vous allez absorber, déjà, ça les aide bien. Mais sinon, savoir précisément ce qu'on mange, à mon avis, à notre époque, c'est plus possible. Ça. Merci. Je suis désolé, mais bon, on le subit tous. Bien sûr, oui. Oui. Mais si on a un doute, le Reiki ou autre, mais ça peut aider quand même.
Monsieur, que pensez-vous de l'Olom pour la guérison des maladies oscillateurs à longueur d'onde multiples? J'ai pas entendu non plus. Pour réduire les maladies ou les enlever complètement, on peut utiliser l'Olom. Ça s'appelle oscillateur à longueur d'onde multiples. L'Olom? L'Olom. Je Oscillateur connais pas. à longueur d'onde multiples. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est, là. Non. Donc vous ne pouvez pas répondre à la question, forcément. Non, je ne sais pas. C'est un appareil, c'est quoi? C'est un appareil, oui. Non, je ne connais pas, je ne sais pas. Même qui détruit même les cancers. Pas toujours. Hein. Moi, j'ai entendu parler de... Comment ça s'appelle? De l'équizone, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, non, alors j'ai pas la réponse, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas spécialiste de tout ce qui est domaine de la radiesthésie et tout ça, hein, je ne sais pas. Hein. Ah oui. Oui, c'est bien ça, oui. Mais là, vous créez un vortex en faisant ça. Pardon, je... Vous avez parlé d'un blog, quel est-il? Hein? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que nos vibrations sont influencées, par exemple, par la silice, le magnésium, le fer? Et est-ce que le fait d'en manquer influence notre perception? Il y a plusieurs questions là aussi. Le fait d'en manquer, oui, forcément, si on est en déséquilibre chimique, le corps humain n'est plus équilibré et donc on perçoit les choses différemment, ça c'est clair. Mais là, on est dans le domaine du déséquilibre, on n'est pas dans les perceptions que l'on peut avoir à l'état normal, on va dire, à l'état de bon fonctionnement physique. Et ensuite, est-ce que ces éléments-là ont une influence sur notre niveau vibratoire? Je dirais que probablement, comme tout ce que l'on ingère ou tous ceux avec quoi on est en contact, c'est la loi du nivellement dont je parlais. Ne serait-ce que ça, si c'est un minéral ou d'oligo-élément, je ne sais pas, comme un autre, mais le seul fait de mettre quelque chose dans notre corps va avoir une influence sur notre niveau vibratoire. Mais là, c'est pareil, il faut voir la qualité du minéral en question. Est-ce que ce minéral-là ou cet élément-là est de bonne qualité vibratoire ou pas? Parce que un même plat peut être vibratoirement élevé ou pas. Et c'est pareil pour tous les éléments, s'ils ont été affectés par différentes programmations autres. Le sujet est très compliqué quand même. Mais disons que j'en ai parlé parce que c'est évident, mais trouver la parade ou la solution à ce phénomène-là, c'est à peu près impossible. Parce qu'on est en interférence permanente avec l'univers et on est toujours en train de se nourrir, et puis il faut bien. Donc, il n'y a pas de solution idéale. Par contre, l'idée, c'était quand même d'attirer votre attention et que tout le monde soit vigilant sur le phénomène de ne pas aller trop dans un sens, pas aller trop dans des pratiques ou des pensées ou autres qui nous tirent vers le bas, et d'essayer de toujours aller vers ce qui nous amène vers un mieux, déjà au niveau physique, mais sur tous les plans aussi, parce que comme on a vu, plus on progresse sur ces différents plans-là, et plus notre niveau de conscience s'élève, et plus on est apte à s'autogérer. C'est un cercle vertueux qui se crée. Ah, le blog. lesyeuxouverts.net. www.lesyeuxouverts.net. Voilà. Mais j'ai du mal à l'alimenter, mais bon, de temps en temps. Bien. Selon mon inspiration. Je pense que nous pouvons remercier une dernière fois Charles pour son exposé et ses réponses. Et c'est moi qui vous remercie. Et te remercier au niveau de l'association de nous avoir honorés de cette première réunion. Voilà, c'était quand même indispensable. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Voilà. Donc, si vous souhaitez approfondir, vous avez au fond de la salle les 3 ouvrages qui ont été présentés directement en résumé dans la présentation de Charles. Voilà, donc les 3 ouvrages sur le niveau de la Terre, sur élever son niveau vibratoire en 77 jours, et le premier, pourquoi et comment utiliser, développer son niveau vibratoire.
Merci à tous, merci de votre visite, merci de votre confiance. Et puis, donc, on vous donne rendez-vous le dimanche 8 mai sur une très belle conférence sur les musiques sacrées, les musiques spirituelles et sacrées.